Bonjour à tous, tripeux et tripeuses de sport. Et oui, un rebranding pour l'été pour nos habituels tripeux de football DFS. On est ici, non pas pour vous parler de football, mais pour vous parler de hockey. Notre premier sport, deuxième sport, là, on ne sait pas trop comment les classer. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler du prochain draft de la Ligue nationale de hockey en vous présentant chacun notre top 10 des meilleurs espoirs. Mais avant de partir là, sur le vif du sujet, là, on a notre habituel collaborateur, Marc-Olivier Thériault, qui est présent avec son gilet du Canadien. Donc, comment ça va, Marc? Puis, écoute, je te laisse saluer un petit peu les nombreux auditeurs. Yes, salut la gang, toujours un plaisir de me joindre à vous. Le son, ça passe bien, Eli, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. C'est pas notre Excellent. première prise, hein. Les gens ne le savent pas, là, mais... Fait que juste pour me présenter, je pense que les gens me connaissent. Effectivement, j'ai affiché mes couleurs, puis c'est toujours un plaisir là, de revenir. Ça faisait quand même depuis le mois de janvier, si je ne me trompe pas, notre dernière vidéo de football. Fait que ça fait presque 6 mois là, qu'on n'avait pas fait un petit podcast, petite vidéo, bien emballé de ça. J'imagine qu'on va avoir bien des choses sur lesquelles on va s'astiner. Puis c'est ça un peu le but de l'exercice. On ne peut pas toujours être d'accord. Puis les experts non plus, d'ailleurs, ne sont pas d'accord sur les jeunes. Fait que allons-y, je t'écoute. Je pense qu'on n'a pas Excellent. nécessairement fonctionné de la même manière pour évaluer les Non, jeunes. Moi, je mais... vois un peu plus ton classement sur dans 10 ans. Moi, je les ai peut-être un peu plus classés sur actuellement comment je les trouvais. Mais Mais écoute, vas-y, on Thériault, va en penser. tu peux parler peut-être un petit peu là, de la façon, parce que là, on va avoir fait notre top 10, mais on n'a pas procédé Oui, nécessairement de la même façon pour les classer. Donc, dis-moi un petit exact. peu, là, en général, là, comment tu as fonctionné, là, Ben, parce qu'on les a écoutés beaucoup. tu sais, je te dirais que j'ai écouté un 30 à 1 heure, tu sais, 30 minutes à 1 heure de contenu, même pour certains joueurs, ça peut aller jusqu'à 2, 3 heures de contenu. Fait que c'était dur de trouver une manière de les évaluer, de les comparer, de les classer, tu sais, surtout les défenseurs, les attaquants, mixer tout ça dans un top 10. Fait que moi, la façon que j'ai utilisée n'est pas parfaite. Donc, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont été avantagés, désavantagés par ma méthode. Je me suis permis de mettre les joueurs sur 100 points. Donc, pour les attaquants, j'ai donné 40 points pour l'offensive, 30 points pour la défensive, puis 30 points pour le physique. Donc, ce que je comprends dans l'offensive, les skills en général, le tir, les passes, la lucidité offensive, le contrôle de puck, tout ça. En défensive, ben, la lucidité défensive en général, donc créer des revirements, les repris défensifs, l'effort en zone défensive, comment que le gars est conscient de son jeu défensif sur l'ensemble de la glace. Puis les aptitudes physiques, ben, la forme physique, le poids, la grandeur, les aptitudes physiques, l'agressivité, le toughness, l'instinct aussi Ouais. en playoff. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans l'aspect physique, j'ai un peu là, un facteur X là, qui est général, là, donc sur le grit du joueur, si je peux me permettre ça. Puis en défense, j'ai fait l'inverse. Je suis allé avec 30 points pour l'offensive, 40 points pour la défensive, puis 30 points pour le physique. Donc, c'est sûr que les défenseurs à caractère offensif sont un peu pénalisés par ma méthode. Mais bon, ça a donné ce que ça a donné. Puis je considère que mon top 10, je suis quand même satisfait là, selon ce que j'ai vu des joueurs, mais ça laisse place à l'interprétation. Donc, toi, je voulais savoir, là, dans le fond, comment tu Écoute. t'étais basé principalement. C'est sûr que je l'ai vu plus de façon générale un petit peu, là. Je ne voulais pas me lancer dans le système de points parce que des fois, il y a un petit peu des X-factors, comme tu parles, là, qui peuvent être plus intéressants. Puis le upside également qui est dur à mettre dans un pointage pour aujourd'hui. Donc, il y a des joueurs certainement qui sont peut-être classés un petit peu plus haut parce qu'ils ont plus d'upside, selon moi, que les joueurs qui sont classés un petit peu plus bas. Mais encore là, tu sais, dans le upside, c'est un petit peu une moyenne à faire, là. C'est quoi son upside, mais c'est quoi son downside? Parce qu'il y a probablement un joueur que je vais avoir plus bas, 10e, là, je vais le dire tout de suite, là, mais je pense que son upside est extrêmement élevé. Toutefois, quand je regardais un petit peu son tape, puis je regardais les matchs qu'il pouvait faire en général dans la D-zone, puis je ne donnerai pas tous mes points tout de suite par rapport à ce joueur-là, mais le downside était très, très bas. C'était peut-être ne jouera pas beaucoup dans la NHL, ne pourra jamais être trusté. Donc, c'était un petit peu un mélange de tout ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est sûr que je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de points pour le patin. Le patin, que ce soit les attaquants, les défenseurs, moi, c'est extrêmement important. Oui, il y a des joueurs qui sont meilleurs patineurs, qui sont classés peut-être plus bas dans mon classement, mais en général, moi, c'est quelque chose qui est très important. Donc, somme toute, c'est un petit peu ça. J'ai regardé beaucoup de tape également, mais je dois le dire à tout le monde, là, on n'avait pas accès à tous les matchs de tous les joueurs comme des vrais scouts. Donc, tu sais, il y en a que j'aurais aimé en voir un petit peu plus, mais
c'est le fun parce que vous pouvez faire l'exercice vous-même. Là. On a pris ce qui était sur YouTube, il y a des shift by shift de dégâts. Bien sûr, il y a les vidéos d'highlight, mais ça dit vraiment pas tout, pas tout. Donc, il y a vraiment, tu peux regarder des games complètes. Mais souvent, c'était déjà découpé pour les chiffres des gars. Donc, c'est un peu le fun parce que vous pouvez faire la même chose. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, écoute, Marc, sans plus tarder, moi, je vais dire à tout le monde c'est qui mon numéro un pour le repêchage de cette année. Tu pourras le partager après, puis on pourra en parler un petit peu plus en profondeur. Donc, mon numéro un cette année, Macklin Celebrini, un centre gaucher qui joue dans la NCAA à Boston University. Donc, toi, Marc, qui était ton premier joueur? Bien évidemment, là, je pense que c'est la seule position, en fait, qu'on est arrivé au même constat. Là. Celebrini, je pense que c'est unanime. Là, ça va être lui le first pick cette année. C'est lui, selon moi, le meilleur prospect, celui qui a le plus je dirais, là, c'est le plus assuré qui va être performant, là, dominé dans la Ligue nationale. Dominé, je ne sais pas. Je suis curieux de t'entendre plus en détail, là, mais franchement, c'est lui, je dirais, le prospect le plus aguerri, là, le plus prêt pour la Ligue nationale actuellement. Oui, exactement. Puis, tu sais, Macklin Celebrini, j'en parle pas de temps en profondeur parce que c'est probablement le seul joueur que tout le monde ici connaît. Puis, vous l'avez déjà vu jouer. Joueur de centre, bon sur des 200 pieds, va être excellent dans sa zone, va apporter énormément d'attaques, va être très bon également en relance, que ce soit sur le forecheck. Il peut être également bon sur le forecheck en zone neutre. Donc, c'est vraiment une game complète. Puis, pourquoi il est premier au total? Moi, la façon dont je le vois, c'est pas qu'il est seulement bon dans tout, c'est qu'il est excellent dans tout. Donc là, je te parle d'une excellente shot. Peut-être pas excellent, excellent patineur en termes de vitesse, mais très, très bon. Il va avoir excellent dans sa zone, il va avoir des excellentes mains, excellents skills. Et puis en plus, c'est un joueur de centre, puis un vrai. Là. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Puis moi, le seul point que je peux rajouter, parce que comme je disais, on ne va pas en parler trop longtemps, mais mon opinion, c'est que si un McLean Celebrini avait été disponible au repêchage de l'année dernière, il y aurait au moins eu une discussion à savoir c'était qui le premier overall. Parce que Connor Bedard, c'est un joueur de centre. Est-ce que c'est vraiment un joueur de centre? Pas autant que Celebrini. Donc, je ne dis pas qu'il aurait sorti avant Bedard. Ce n'est pas juste que là que je m'avance parce que les attitudes offensives de Bedard sont quand même exceptionnelles. Mais je crois qu'il y aurait eu au moins eu une discussion. Et non pas comme l'année dernière que ça n'a même pas été abordé rien. Puis son upside, honnêtement, je pense que son upside est très élevé. Là. On parle peut-être pas d'un 120 points puis d'un 60 buts comme Bédard, mais je pense que ça pourrait frôler les 80 points certainement. Peut-être qu'il pourrait faire quelques saisons de 100 points. Un petit peu comme un John Tavares. Tu en avais parlé, Marcia, tu avais donné l'exemple un petit peu. J'ai entendu des comparaisons à Jonathan Tate. Je ne le vois pas vraiment, là, deux différents. Mais c'est plate à dire, Sidney Crosby, qui est excellent dans tout. Tu compares jamais un joueur à Un Sidney peu. Crosby, là. Mais je te laisse Ben, y aller, Marc, là, mais. honnêtement, j'aime tes comparaisons. Là. Taves, Tavares, des centres défensifs, mais qui sont très bons offensivement, mais qui sont conscients de leur jeu défensif. Je n'irais pas jusqu'à dire Patrice Bergeron, parce que je pense qu'il est meilleur offensivement que Oui. Bergeron, mais je trouve qu'il a un peu la même stature, le même style. Puis je pense que de ce que ses coéquipiers, ses coachs, que le monde en parle, c'est un leader naturel. Fait que je pense que j'aime la comparaison un peu avec Patrice Bergeron, même s'il y a peut-être un peu plus d'upside offensif. Moi, ce qui me saute aux yeux, premièrement, bon, il est très rapide. Mais quand je dis très rapide, c'est pas le plus explosif, ces 3-4 premières Oui. enjambées. Mais pour se créer de la séparation, mettons qu'il pogne la puck dans sa zone, une fois rendu en zone neutre et que son élan est pris, il est très bon. Il est très bon pour se créer de la séparation. Ça va être plus rapide que d'autres joueurs une fois que leur élan est pris. Là. Il a des très bonnes mains, décoche rapidement. Son tir sur réception est très puissant, mais son riff shot, le tir du poignet aussi. La majorité de ses buts, j'ai remarqué qu'il est marqué sur réception. Fait que, encore là, c'est un très bon joueur, très, très dangereux offensivement, mais pour être bon pour tirer, pour compter sur réception, ça te prend un qui te feed. Là. Fait que, encore là, je veux dire, il y avait quand même un Lane Hudson, mais ça, il faut le dire, il a fini 15 points en avant de Lane Hudson, le deuxième pointeur de l'équipe qui avait un an de plus. Fait qu'honnêtement, là, Oui. 64 points dans NCAA en 38 matchs, honnêtement, son talent offensif fait aucun doute. Là. Il a un gabarit standard pour la Ligue nationale. C'est pas le plus robuste, mais il est très, très, très combatif. Moi, j'aime justement là, son implication le long des bandes. Puis, quand il va y avoir des petits brawls, c'est sûr que la NCAA, c'est pas une ligue qui brose beaucoup, mais c'est un gars qui n'a pas peur de se mettre le nez dans le trafic, prendre la défense de ses chums. C'est le first pick incontesté. Fait que, juste pour donner une idée par rapport à mon pointage que je donnais à tout le monde,
Je me suis permis de mettre 39 sur 40 en attaque à Celebrini parce que je considère qu'il y a un attaquant qui a plus d'upside offensif. Défensivement, il est très complet. Je l'ai mis à 28. Si je ne me trompe pas, c'est mon meilleur attaquant à ce niveau-là. Physiquement, j'ai mis 27. C'est pas le plus gros, c'est pas le joueur le plus physique. J'aurais pu le mettre un peu plus bas, mais tu sais, c'est le first pick overall. Je voulais quand même avoir une note dans 90. Là. Fait que je le mets à 94 overall. Une autre comparaison que j'aime pour Celebrini, on s'entend, c'est vraiment pas le même type de joueur, mais il y a un peu le même style de jeu. Austin Matthews, qui marque beaucoup de buts sur réception, très bon défensivement. Tu sais, Matthews, on n'entend pas souvent parler. Ben, c'est mieux cette année. C'est pas la première chose qu'on pense de Matthews, mais honnêtement, il est bon sur les 3 zones, Matthews. Puis je trouve que Celebrini a un peu cette facilité-là là, à marquer des buts, premièrement, puis en plus à être responsable dans sa zone. Fait que je trouve que c'est tiré par les cheveux comme comparaison. Là. Il ne fera pas 80 buts, 70 buts, mais quand même, il y a un peu le même style de jeu. Je préfère la comparaison avec Tavares, là, mais bon, je me suis permis de la dire quand même. Non, c'est bon, c'est sûr pas là, upside fait autant de buts, mais écoute, on est en accord là, sur le premier choix au total, puis il n'y a personne qui en a fait assez cette année pour vraiment venir concurrencer Celebrini, c'est ce que je pense. Donc, maintenant, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet parce qu'on a une grosse différence sur le prochain joueur. Moi, à numéro 2, j'ai mon premier défenseur qui est, selon moi, de loin le meilleur dans le repêchage. Il s'agit de Ziv Bouyum, défenseur gaucher qui joue pour l'Université de Denver dans la NCAA. Donc, toi, Marc, premièrement, qui as-tu deuxième? Et après, à quel endroit as-tu mis Ziv? Parce qu'on se l'est montré hier, donc classement. Donc, vas-y. Moi, quand je disais là, que j'ai un joueur que je considère qui a un plus gros upside offensif que Celebrini, que j'ai mis à 40 offensivement, il y a très d'autres lacunes dans son jeu, mais c'est Ivan Demidov qui, selon moi, est le meilleur attaquant offensif du draft. Je dirais même jusqu'à dire que c'est un futur Panarin. OK. Ben, écoute, on va en parler. Ben, moi, d'ailleurs, pour faire suite à ça, on va parler de Demidov par la suite parce que moi, je l'ai troisième. Donc, on va pouvoir en parler. Mais pour commencer, ben, Ziv, tu l'as où, Marc? Oui. Moi, je l'ai 11e pour répondre à ta question. Oh Je vais là t'avouer là. que j'ai hésité beaucoup entre le 10 et le 11. J'avais toujours priorisé les défenseurs à talent égal dans mon ranking. Mettons, je vais donner un exemple un peu plus tard. Là, entre Eginla et Parek, décidé d'y aller avec Eginla. Bref, pour Boehm avec Yzerman, bref, j'ai été avec l'attaquant étant donné que c'est le meilleur tir, le meilleur pur scoreur du draft. C'est des spoilers, ça, Marc? Et rendu là, je suis pas mal égal là, entre Boehm et Yzerman, mais je suis allé avec Boehm avec Yzerman pour mon 10e. Donc malheureusement, je n'ai pas ton préféré défenseur dans mon top 10, mais je vais t'avouer que je suis prêt à t'écouter. Je suis préparé, je savais que tu l'aimais. Je vais en glisser un mot certain. Premièrement, Bouillum, pour moi, c'est un des défenseurs les plus complets qu'on peut retrouver dans ce draft-là, dans quelques sens. Ce n'est pas le meilleur défensif qui va être disponible dans le draft, mais selon moi, offensivement, tout ce qu'il peut apporter, puis il peut même apporter une meilleure défense via son attaque, parce qu'en relance de l'attaque, je pense vraiment que c'est celui qui a les meilleures habiletés de relancer l'attaque par lui-même ou via les différents jeux qu'il va pouvoir faire, les passes au centre, les passes à l'aile. Je trouve qu'il choisit vraiment souvent le meilleur jeu. Mais en termes de défenseur, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars de 6 pieds, 183 livres. C'est un late. Moi, son upside, je vois, que, comme je l'ai dit, c'est mon numéro 1 dev de loin, puis vraiment un gros upside de potentiellement devenir un top 5, top 10 dans la Ligue nationale. Bouillum, c'est quoi? C'est un excellent patineur. C'est un patin facile. Moi, j'aime ça dire, c'est tout ce que j'aurais voulu être comme défenseur. Tu patines, il n'y a aucun effort, c'est ultra facile. Tu peux pogner ta Top Gear en quelques enjambées. Ça, c'est vraiment ça, mais il y a aussi un aspect agilité et explosif qu'il y a dans sa game comme patineur. Agilité sur la ligne bleue, c'est facile pour le Canadien. Un exemple, on a vu Lane Hudson un petit peu jouer sur la ligne bleue. Ben, Bouillum, ça se rapproche un petit peu de ça. Je dirais qu'il est peut-être meilleur pour trouver des lignes de tir, peut-être un petit peu moins
C'est sûr que Hudson, il est c'est des feintes d'épaule énormément, puis ça shake le def, mais Bouillon, c'est un petit peu ça, mais plus rapide pour prendre vraiment la ligne bleue. Si c'est vraiment pour aller au centre, il y a vraiment un meilleur patin de ce côté-là. Puis pour battre les joueurs, premièrement, excellent sens du jeu, mais il est capable avec son patin, différence avec un Hudson, que c'est peut-être plus dur de patiner. Puis là, je le compare à Hudson, mais c'est parce que je sais que vous l'avez vu jouer avec le Canadien, donc vous le connaissez un petit peu. Il est plus grand, il est plus gros. Au niveau du size, ça ne se compare pas nécessairement, mais moi, j'ai trouvé vraiment là, que c'est un patineur explosif, mais puissant. Pourquoi? Parce que des fois, il essaie de battre son gars à 1 contre 1. Il va protéger sa rondelle, mais son virage n'a pas totalement fonctionné. Donc, le joueur est encore à côté sur lui. Ce qu'il va faire, il va vraiment rentrer, là, il rentre dans le joueur, il va reprendre le centre en protégeant sa rondelle. Le joueur est battu, on n'en parle plus, puis on part à 4 contre 3. Donc, vraiment, ou 4 contre 3, ou 3 contre 2, peu importe qui est-ce qui vient de battre, mais il va partir souvent sur nombre de ce côté-là. Puis son attaque est bien timée, il va appuyer l'attaque au bon moment. Donc, moi, vraiment, le Bouillon, c'est pas très serré avec les autres parce que je vois une game complète. Si vous voulez aller voir au World Juniors, écoute, je vous encourage à aller voir les games, allez voir la finale contre les États-Unis. Selon moi, il aurait dû jouer plus. Puis détrompez-vous, là. Détrompez-vous pas, désolé, le Bouillon, c'est Hudson plus, là. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de question entre les deux en termes de joueurs. Bouillon, pour moi, c'était le meilleur joueur des États-Unis là-bas. C'était un 18 ans. J'aurais aimé qu'il joue un petit peu plus. Honnêtement, là, je suis prêt à mettre ma tête sur la bûche pour ce joueur-là. Je n'ai aucune inquiétude. Puis j'ai hâte qu'on s'en reparle d'un bout, Marc, parce que c'est vraiment là. Puis ses faiblesses, j'ai parlé trop de ses forces. Ses faiblesses, une shot, OK. C'est pas. Il n'y a pas une bine, là, elle descend pas. Mais un beau petit lancer à déviation, capable de trouver les bons joueurs. C'est plus quelqu'un qu'en zone offensive, oui, il va prendre les shots au net, mais il va chercher le jeu un petit peu plus, essayer de trouver le joueur ouvert one-timer à qui il peut faire la passe. Puis finalement, un autre point, il y a un moteur sans fin. Je l'ai vu faire des chiffres de 2 minutes parce que ça arrive des fois, le défenseur est pris dans sa zone, ça fait longtemps que l'équipe est là, turnover à la ligne bleue, donc il faut qu'il reste sur la glace. Bien, ça fait 2 minutes qu'il est sur la glace. Puis je l'ai vu aller chercher la puck dans le coin, battre un joueur, patiner, faire la passe à la palette, puis là, c'est le breakout. Je ne sais pas pour toi, Marc, mais moi, après 2 minutes sur la glace, là, c'était on va flipper ça, puis on chip ça plus loin, là. Oublie ça. Mais Ça vas-y, va être dis-moi le même tes points style. négatifs, parce que Ben, tu peux pas obligé de le présenter, je mais dis-moi. suis. Honnêtement, je suis d'accord avec la majorité, 90% des points que tu as dit. Là. Offensivement, là, je vais aller voir mon tableau pour voir tous les défenseurs, là, mais c'est le deuxième que j'ai mis offensivement à 28 sur 30. Son talent offensif à Bouillon, il fait aucun doute. Là, je veux dire, j'aime la comparaison avec Lane Hudson pour sa mobilité, ses petits changements de direction, son agilité sur patin. Il est un petit peu plus gros, je te l'accorde. Ce que j'aime pas de ce gars-là, ben, je vais continuer avec ses points positifs là, pour que juste. C'est un gars très agile, créatif, en possession de la rondelle, fait des beaux changements de direction rapides, imprévisibles. Son contrôle de puck, ses skills pour un défenseur sont au-delà de tous les défenseurs au draft, mis à part un. Très bon pour contrôler la puck là, en power play d'un bout à l'autre de la glace, même à 5 contre 5, là, il se permet de le faire. C'est un bon transporteur de rondelles. Par contre, j'ai remarqué quelque chose. Il va toujours sur son côté revers. Quand il fait une petite feinte d'épaule, mettons, c'est la ligne bleue, puis là, l'ailier s'en vient sur lui, là, il va toujours sur son côté revers parce qu'il n'est pas le plus grand, puis il n'a pas la plus longue portée. En protégeant sa rondelle à une main, on dirait que ça lui donne comme un espèce de petit edge supplémentaire, une petite distance de plus. Il protège toujours sa rondelle à une main Ouais. de la main droite. Je trouvais ça Mais répétitif. Mettons, tu c'est plus regardes un facile, par highlight, là, exemple. oui, Ouais. je comprends que c'est plus facile, mais mettons, tu écoutes un 5 minutes d'highlight, on dirait qu'il fait tout le temps la même feinte. Là, j'étais comme, ben, à un moment donné, je veux dire, le monde dans la Ligue nationale vont commencer à analyser ça, vont être capables de le contrer. Il va tout le temps. C'est rare que tu le vois. Quand il tourne dans la zone adverse, là, il tourne toujours dans le même sens. Il va rarement faire un wraparound sur son côté fort. Il est toujours sur son côté revers. Ça, je trouvais qu'il manquait un Ouais. peu. Il est incroyable offensivement. Là, il contrôle la rondelle, il est bon, mais je trouvais que ça manquait un peu de je ne sais pas si je peux dire de variation. Là, je trouvais que c'était toujours la même feinte. À un moment donné, j'ai comme stické là-dessus. J'ai dit, ouais, c'est vrai qu'il va beaucoup sur son revers. Il est très, il a des très bonnes feintes, il shot, il a des bonnes passes, une bonne vision du jeu, il a un bon one-timer, mais c'est pas le plus gros lancé. Il a ramassé beaucoup de Non, passes non, je en suis power d'accord. play, puis c'est pas nécessairement sur des retours, c'est parce qu'il a une bonne vision du jeu. Par contre, je trouve qu'il lance pas assez. On dirait Ouais, que quand il d'accord. lance, là, c'est parce qu'il est rendu genre top circle, même en dedans de ça.
Il prend Et jamais, ça, jamais des garbage shots de la ouais. bleue, genre. Je Et ça, comprends qu'il j'ai n'y a un pas le petit plus gros point. lancer. Vas-y. En power play, par exemple, là-bas, clairement, la shot, il voulait l'envoyer à son frère qui t'avait. Son frère Un jouait bon shot. avec à Denver, il Oh, ouais. t'avait une bin. Fait que c'est vrai que, mais je suis très d'accord, lancer, OK, puis il devrait Puis, l'envoyer un petit peu plus souvent au filet. tu sais, Ouais, un, vas-y. un coach pourrait dire, c'est correct, tu fais pas de garbage shot, tu gaspilles pas de shot, mais en même temps, il est tellement mobile, puis il y a tellement souvent des lignes de tir qui se créent que je trouve qu'il n'en profite pas assez. On dirait que quand il arrive pour shotter, c'est parce qu'il est convaincu que son tir va toucher le but, puis qu'à la limite, il va scorer. Tu sais, il est bon offensivement, honnêtement, il prend des bonnes décisions. Défensivement. Parfois, défensivement, moi, je trouve qu'il paraît petit pour un gars de 6 pieds. Tu sais, je te disais en joke, là, hier, on s'en est parlé, je trouve qu'on dirait qu'il y a un petit bâton, puis souvent, il a de l'air à bout de bâton. Quand il se fait contourner, tu le vois que là, le gars protège sa rondelle, puis on dirait qu'il est à bout de bâton. C'est pas le meilleur gars, si je peux utiliser l'expression anglaise, là, le stick work, là, c'est pas le meilleur. Je ne dis pas qu'il paraît mal tout le temps en défensive, il fait des bons jeux, mais tu sais, c'est pas le gars qui va Ouais. être le plus physique pour donner des mises en échec en mouvement. Une fois arrêté dans le coin, c'est pas le plus combatif pour enlever la rondelle. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé que défensivement, des fois, il paraissait nonchalant. Là. Tu sais, je vais te donner l'exemple un moment donné au World Junior que j'ai écouté contre les Tchèques, c'était en ronde préliminaire. C'est un 2 contre 2. Il y a un gars à watcher. Finalement, son défenseur avec qui il jouait, si je ne me trompe pas, c'était Chesley sur ce chef-là. Chesley enlève la rondelle au gars, fait que c'est une loose puck qui s'en va en arrière du but. Plutôt que rester avec son gars qui surveillait, il décide lui-même d'aller chercher la rondelle. Finalement, le Tchèque arrive avant lui, envoie la puck dans ce slot au joueur qui était supposé surveiller, ça score. Tu sais, j'ai vu OK. plusieurs séquences de petits buts faciles, que c'était des erreurs pour un défenseur là, contre UMD à un moment donné. Minnesota du lutte, là, il a fait 2 revirements à un moment donné qu'on dirait qu'il ne voulait pas prendre le check, puis c'est comme débarrassé de la rondelle un peu vite. Moi, Ouais. on dirait que j'ai stické sur des petites erreurs Ouais, comme ça. ben, Tu sais. je vois sur quoi Il y te a- sticker, puis je peux. Tu sais, ça, je comprends, mais je pense que c'est vraiment des. Pas nécessairement des choses qui fait en général mal. Ça a été des événements, mais je le comprends. Puis je suis pas là à dire c'est ton. Mais tu sais, Mais je pense qu'il est son capable. offense Ouais. va Mais compenser pour ces petites lacunes-là. c'est ça, mais tu sais, je le vois plus comme. Puis honnêtement, là, je ne veux pas y mettre trop de pression non plus, mais de la façon qu'il est capable de battre des joueurs en forecheck, l'aisance du patin, la facilité à walk the line sur la ligne bleue, il n'y a pas le 16 à un Kale McCarr, mais cette partie-là de la game va y ressembler. Puis sa défense va venir beaucoup du fait que la POC, s'il met la palette dessus dans la zone, elle ne restera pas là longtemps. Puis c'est pas un désastre là, dans sa zone. Puis je pense pas que c'est ça que tu as vu non plus. Là. Il est Non, quand non, même commit. c'est pas le Donc, tu pire, sais, là. mais en tout cas, au pire, on s'en reparlera nous deux, Marc, puis je vais essayer de te convaincre d'ici là, de. Tu sais, je ne l'ai pas mis dans mes pires, là, on s'entend. Là, tu sais, je l'ai mis défensivement égal à Yakemchuk, qui je considère qu'il y a d'autres aptitudes qui l'avantagent par rapport à Ouais, le Bouin. 16, Mais certainement. bref, tu sais, en tout cas, je veux dire, Ouais. c'est pas. Je suis pas en train de dire, tu sais, moi, je le vois sortir 11e. S'il sort 9, je pense pas que l'équipe se trompe. Là. Puis, tu sais, juste pour Non. clore la boucle, au Frozen Four, là, tu sais, il a bien paru parce qu'ils ont gagné leur match 2-0, 2-1, 2-1, 3-1, je crois. Ils ont donné 3 buts en 4 matchs. Mais la raison pourquoi ils ont donné 3 buts en 4 matchs, là, on va se le dire, c'est Matthew Davis. C'est leur goaler. Parce qu'en finale, quand j'ai écouté la troisième période au complet hier soir, quand j'ai vu que tu l'avais mis deuxième, là, il était sa deuxième vague de piqué. À un moment donné, il est allé trop agressif dans le coin. Son gars dans ce slot était tout seul. Puis il y avait le but ouvert, puis Davis s'est tiré sur le côté. En tout cas, un arrêt là, Ouais. pas possible, spectaculaire. Je veux dire, là-dessus, Bouham aurait mal paru si ça avait rentré. 2 minutes après, revenu à 5 contre 5, la POC pogne le poteau sur un tir tout de suite après le face-off. Je veux dire, tu sais, là, ça paraît bien, ils ont gagné 2-0, 2-1, 2-1, 3-1, mais je veux dire, ça reste que dans Ouais. tout ça, là, oui, je pense que défensivement, c'est un gars qui il n'est pas prêt pour la Ligue nationale, il est correct. Mais offensivement, ça ne fait OK. aucun doute que c'est. J'ai mis Parek en avant là, parce que j'ai différentes raisons. Dis pas tout Offensivement, mais ton classement, Marc, là. c'est- Tu dis tout ton non, non, mais classement là, avant de le dire. on a le droit de nommer des joueurs. Non, Moi, je je le te niaise. comparais, je ne sais pas si tu connais ce défenseur-là, là, mais Sean Dursey, un peu avec. Là, il est rendu avec Ah, l'Arizona, il était à LA un avant. peu. Tu sais, je ne veux pas dire Shane Gostisberg, là, parce que je pense que Boehm va être meilleur défensivement que Gostisberg, mais je trouve, ou tu sais, un Sam Girard, là. Tu sais, un gars qui est bien, bien, bien agile sur patin. Dans le junior, ça paraît bien offensivement. Mais quand tu arrives avec des hommes, si tu n'as aucun jeu physique, puis qu'en défensive, tu es coup-ci, coup-ça, ça va être dur de se faire une place d'un top 4 et d'avoir du power play. Mais il y a 17 OK. ans, 18 ans, c'est un late.
je veux dire, on va lui donner la chance. Je ne suis pas prêt à dire que c'est un gars qui va sortir 23e. Parfait. Ben Bref. écoute, on va être en désaccord sur celle-là, mais bon, on va passer au prochain. On s'en reparle dans quelques années pour voir qui avait Je le raison. souhaite. Donc, pour le prochain, Marc le dit, son deuxième joueur, c'était Ivan Demidov. Moi, je Yes. l'avais troisième. Veux-tu que j'en parle un petit peu, Marc? Vas-y, je vais te parler. Là, je prends une Je gorgée. peux en parler un petit peu, là, puis je pense qu'on va passer moins de temps sur lui parce que pas nécessairement, on s'entend, Marc deuxième, je l'ai troisième. Demi-dove, 5 pieds 11, 168 livres, donc pas très pesant. C'est un late également. Il jouait au SK Saint-Pétersbourg, le club de la MHL, parce qu'ils ont celui de la MHL puis ils ont celui de la KHL également. Il avait joué 4 matchs en KHL cette année. On s'en reparlera de ces matchs en KHL. Qu'est-ce que c'est Demidov comme joueur? C'est vraiment un smooth skater avec des très bons edges. Il est capable de faire des open-up toujours quand il patine, puis jamais perdre son speed. Mais c'est sûr que le plus gros point dans sa game, c'est probablement les meilleurs skills du draft. C'est vraiment là une fluidité incroyable dans ses mains. C'est la possibilité vraiment de patiner, changer, faire de l'accélération, mais tout en jouant dans le triangle du défenseur. Tu sais, je l'ai écrit vraiment dans mes notes. C'est une terreur. Il détruit les triangles des défenseurs. Là. Il faudrait quasiment que tu joues avec ton bâton couché à terre là, pour pas qu'il passe entre. Là. C'est vraiment ça de Midov, mais c'est quelque chose de très bien. Puis je l'ai extrêmement aimé oui, pour ses habiletés offensives, que premièrement, il était trop fort pour la MHL. Là. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas plus joué en KHL, puis ça ne fait pas vraiment de Et sens. J'ai écouté des séquences en KHL, il était vraiment assez bon pour jouer, mais des fois, c'est politique là-bas, ils ne font pas jouer beaucoup, ils savent qu'il s'en va sûrement à NHL, donc plein de choses comme ça. Mais Demidov, un autre point que j'ai aimé, puis je te laisserai après Marc, là, parce que c'est pas mal ça que j'ai à dire par rapport à lui, mais en défensive, il est impliqué, il est bien positionné, c'est un ailier. Ben, la NHL en parle un petit peu plus comme un allié gauche, mais il y a une possibilité que ça soit un centre. Moi, je le vois assez impliqué. Il y a des trucs qu'il va avoir à apprendre, mais c'est pas impossible. C'est sûr que tu le repêches pour être un allié, mais je suis pas fermé à l'idée de Demidov au centre. Puis imaginez pick numéro 2 des Blackhawks, je prendrais Bouillum, mais imaginez Demidov avec Bédard. Puis je sais que je suis un nil Bouillum deuxième, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment dans le top 5. Là, ça, c'est une petite parenthèse. Mais Demidov, je peux le voir vraiment bien jouer avec lui. Puis pour les comparatifs, là, je vais peut-être laisser Marc dire les siens parce que ça se peut qu'ils se ressemblent un petit peu nos deux. Mais Demidov, c'est un patineur facile. Toute la game est facile. Ralentit le jeu. Les feintes d'épaule un petit peu à la Kuznetsov qui sont on point. Vraiment, là, excellent joueur. Puis je pense que contrairement à un Matvei Mishkov l'année dernière, je pense qu'il y a moins de questions sur l'attitude. Puis Matvei Mishkov, même s'il était excellent, il restait à la deuxième ligne bleue. Il n'était pas très impliqué. Il est petit. Il a une meilleure bin que Demidov. Là, que Demidov, il a une bonne shot. Ça casse pas c'est tout, mais toujours en tout low cas. myth. Ouais, c'est ça. Ben, je te laisse y aller en parler un petit peu, là, mais moi, c'est ça que j'ai à dire par rapport à lui. Puis... Même si c'est un draft de def, là, on va se le dire, là, il y a quand même 5-6 défenseurs qui sont classés top 15. Là, je pense que Demidov, là, tu viens de le dire, là, moi, avoir Connor Bedard comme premier centre, comme joueur d'avenir, je serais pas capable de passer par-dessus Demidov parce que son talent, c'est genre. Moi, c'est drôle ce que je veux dire, mais je trouve que c'est un joueur typique talentueux russe. Là. Tu sais, les Kucherov, les Kaprizov, les Panarin, là, on dirait qu'ils ont des skills uniques que les joueurs en Amérique du Nord n'ont pas. Puis Demida, c'est exactement ça. Si je pourrais faire l'avocat du diable, tu sais, moi, j'aime quasiment mieux voir un 20 points en 27 matchs dans KHL à Mishkov l'an passé qu'un 57 points en 28 matchs dans MHL parce que la MHL, on ne l'a jamais vu jouer en vrai, cette ligue-là. On ne sait pas trop c'est quoi le calibre. C'est-tu plus fort, moins fort que nos ligues au Canada? On ne le sait pas. Il n'a pas pu jouer au Non, non, World c'est plus Junior à faible. cause de tout. C'est plus faible. Hein? C'est Bon, tu sais, faible. fait Ouais, ouais, ouais. Il était tout trop fort. ça fait en sorte que il n'y a pas beaucoup de vidéos sur Internet. C'est souvent des vidéos d'highlights. J'ai vu peut-être 2 games qu'on pouvait écouter chiffre par chiffre. Puis honnêtement, on manque peut-être un peu de contenu pour le connaître en détail, particulièrement pour son jeu défensif. Là, on dirait qu'on j'y ai comme moins accordé d'importance parce que bon, c'est offensivement qui est vraiment impressionnant. Par contre, là, j'ai aimé un petit tableau que j'ai trouvé que il y a une moyenne de 2,04 points par match dans la MHL cette année. À titre comparatif, au même âge, Kucherov est à 1,40, Panarin 1,16, Kirill 0,67 points par match. Fait que,
ça montre à quel point son 2,04 points il est quand même énorme. Là. Je veux dire, excusez de le dire de même, il a défoncé cette ligue-là. Il était trop fort pour la MHL. Moi, ici, je trouve ça plate qu'il n'ait pas joué dans le KHL, mais bon. Sa vision du jeu, il est quasiment plus passeur que scoreur en passant. Là. Moi, je trouve que c'est Oui, plus un oui. playmaker qu'un scoreur, mais il est capable de marquer. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il tire toujours low mid. À un moment donné, j'imagine les goalers, le mot s'est passé, peut-être qu'il a marqué un peu moins de buts en fin de saison, mais son toe drag release, là, comme on l'appelle, là, sa façon de changer l'angle de son tir, il est vraiment bon. Il contrôle la puck, il a des mains fluides, rapides. À un moment donné, là, il y avait une séquence, il jouait contre DSP, puis écrit le nom de l'équipe, peu importe, ça ne dit rien à personne. Mais je pense qu'il garde 30 secondes de la puck dans la zone adverse puis il déjoue 2 fois les 5 joueurs. C'est épouvantable. Là. Il faisait ce qu'il voulait dans cette ligue-là. Ouais. Moi, pour son upside offensif, je ne veux pas dire si j'étais Chicago parce que je veux les classer, peu importe c'est qui l'équipe qui va le repêcher, mais je considère que c'est un futur. Moi, je trouve que pour son gabarit et ses skills, c'est un futur Panarin. OK. Panarin, pas le gars le plus impliqué dans sa zone, mais qui ne voudrait pas avoir Panarin dans son club. C'est vrai, t'as raison. Pas du même bord, hein. C'est bien droitier, Panarin. Ouais, mais en Mais c'est passant, dur, il les joue à droite. Hein? comparaisons. Il jouait à droite? OK, oui, Ben, excuse. Demidov, là, c'est un gaucher, mais il joue tout le temps à droite. Ouais, ben ça. Mais tu sais, ça, dans la Ligue nationale, probablement que ça va Ouais, être là, à ils vont le gauche parce que c'est corriger, dur là. un peu, là. Ouais. À moins Ouais. Ovechkin, là, mais très bon, Marc. Écoute, je ne m'obstine pas avec toi là-dessus. Puis pour la KHL, là, il y avait une game que j'ai regardée. C'était comme il y avait 8 minutes de tape, mais il était excellent. Donc, on ne regardait pas trop le 0 point à 4 matchs. Ça se peut qu'il y ait des matchs qui ont joué 1 minute. Oui. Je n'avais pas accès à tout. Là, mais écoute, c'est bon. Donc là, on va être en décalé un petit peu. Donc, moi, Célébrini 1, Bouillum, Demidov après. Toi, c'est deuxième. Donc, qui est ton troisième joueur, Marc, sur ta liste? Ça, j'ai hésité longtemps. J'ai dit, c'est-tu le temps de rentrer un défenseur ou je continue d'y aller avec les attaquants? Honnêtement, je sais que les Canadiens le regardent beaucoup, ce jeune-là. Il a été blessé à la fin de l'année. Moi, il m'a impressionné. Kaden Lidstrom. OK. Ben, moi, Correct, le je l'ai gros centre quatrième. gaucher. Ouais. Bon, Fait que vas-y, parle-en un petit peu. je pense Là. qu'on est d'accord. Bon, il a joué à Médécenat cette année. Malheureusement, là, après Noël, à un moment donné, il a été blessé. Un centre de 6 pieds 4, 216 livres. 27 buts en 32 matchs, donc presque un point par match, un but par match dans WHL, 46 points en 32 matchs. Il avait quand même fait 42 points l'an passé là, à son année 16 ans. Fait que, il a quand même été très bon. Je pense que son gros gabarit lui a servi en jeune âge, là, mais là, présentement, il est comme rendu trop gros pour les joueurs contre qui il joue. Là. Honnêtement, ça a l'air facile pour lui. Coup de patin fluide. Là, parfois, il joue à l'aile. Ça, je voulais t'en parler. Là, je comprends pas parce que moi, je l'ai vu pratiquement gagner tous ses face-offs. Je ne sais pas pourquoi que des fois, ils le mettent à l'aile. Ben, Euh, y a des mais tu lacunes dans son jeu au centre. Tu sais, peut-être là, que je pensais à remarquer. Puis ben, vas-y, je veux juste continue faire un la petit peu. Là. parenthèse. Toi, je vais continuer, mais tu feras la Ouais. parenthèse. Tu le vois plus à l'aile ou au Je vais en centre? parler. Tu sais, Ouais. c'est un gars que, bon, premièrement, il mesure 6 pieds 4. Fait qu'au travers de des gars juniors, là, la Ligue de l'Ouest, c'est pas la plus forte. Il utilise beaucoup son physique pour protéger la rondelle. Il rentre au filet. Puis ce que j'aime, c'est que dans la zone offensive, souvent, Exact. il va aller se mettre en option, justement, proche du but, mettons, à 6 pieds du goaler. Puis là, une fois qu'il reçoit la puck, il se sert de ses hanches un peu pour protéger la rondelle puis se donner un angle de lancer. En tout cas, autour du but, honnêtement, il est vraiment dangereux puis il a toujours des chances de marquer. C'est sûr, ses coéquipiers le visent beaucoup aussi. Là. Il aime alimenter ses coéquipiers quand il est en bas de la zone. Souvent, il va aller se mettre en option en arrière de la ligne rouge, mettons, chaque bord du but. Puis c'est de là qu'il va essayer de feeder ses chums. En tout cas, j'ai remarqué qu'il est souvent en bas de zone. Fait que de jouer autant down low, peut-être, c'est ça que ses coachs n'aiment pas pour quand ils le font jouer au centre. À un moment donné, c'est le dernier à sortir de la zone offensive. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas toujours l'idéal pour un centre. Là, il y a eu un problème de blessure cette année. Fait que je pense que c'est ça qui nuit au draft. Là. Sinon, moi, Ouais. personnellement, je pense qu'il serait 3 ou 4 là, sans hésitation. Là. Il a manqué des matchs importants là, à la fin de l'année qui aurait pu participer. Là. Bon, je ne sais pas s'il aurait fait l'équipe au World Junior, là, mais bon, c'est ça. Ouais. Il Ben, fait des changements de direction. Pour sa grosseur, je trouve qu'il est agile. Là, il fait des bons pivots, des genres de petits wrap-around. Sa vitesse, c'est correct. Je pense qu'il a une très bonne vitesse pour un gars de son gabarit. Quand il transporte la rondelle, ce que j'aime, c'est qu'il croise en ligne droite, là, par en avant. Il fait des genres de deux petits croisés à gauche, deux petits croisés à droite. Fait qu'il prend du speed, même s'il y a la rondelle, ça ne le ralentit pas. Euh, c'est c'est bon. ça. Je peux Ben, te écoute, laisser. c'est un gars qui a clairement fait ses power skating Julie Robitaille, là, ça c'est sûr. Ben, moi, Caden Lindstrom, comment je le vois, c'est un petit peu comme toi. Moi, j'ai écrit, là, puis comme joueur de hockey, de quoi il a l'air, moi, j'ai écrit, c'est un vrai joueur de hockey complet, qui a quand même le potentiel de devenir
un centre comme il y en a très peu dans la Ligue nationale avec son gabarit. Donc, pour ça, c'est vraiment le case pour le upside. Il a vraiment un bon speed, un des meilleurs au draft. Est-ce que c'est le plus explosif? Je ne sais pas, mais son long speed est quand même très bon, il est capable de déborder les défenseurs. Puis comme tu as dit, j'aime ça voir un gars de 6 pieds 4. Il va rentrer l'épaule, il rentre au but, puis ça va créer un clusterfuck, là, comme Joël Bouchard aimait dire. C'était sa petite phrase, là, mais vraiment, ça, c'est quelque chose que j'aime. Donc, du speed, des bonnes skills. Là, ça ne se compare pas à un demi-dove, mais vraiment agile avec la rondelle. Il y a de la grit, il est physique. C'est ça que j'ai vraiment aimé de Caden Lindstrom. Puis, pour vrai, s'il avait joué la saison complète, puis qu'il avait fait un 115 points, je suis sûr que les gens en parleraient un petit peu plus, Ouais. puis on serait plus ouvert. Mais tu sais, ça reste inquiétant, ces blessures, puis je peux le comprendre. Puis ce que j'aurais aimé voir, Lidstrom, j'aurais vraiment aimé ça, le voir au moins 18, voir contre les gars de son âge, ça a l'air de quoi à côté des gars-là? Ça a l'air de quoi à côté de McKenna? Parce que les underage ont dominé les moins 18, là. Mais tu sais, j'aurais vraiment aimé ça le voir. Puis, tu sais, sa faiblesse, tu parlais de centre un petit peu tantôt, pourquoi il jouait à l'aile gauche. Pour les face-offs, il dominait. Puis les face-offs, c'est vraiment être physique. Puis dans WHL, il était plus gros que tout le monde. Ah Donc oui. ça, il était vraiment bon. Mais en termes de pur centre, dans sa zone, totalement perdu. Il n'était pas là du tout. Je ne sais pas c'était quoi les règles en D-zone, mais j'ai écouté des matchs complets. Il se ramassait souvent à l'aile. On dirait qu'il disait, ben joue au centre, mais en D-zone, on va faire un petit switch des Ben, fois. C'est des choses qui arrivent des fois dans des fois, c'est des stratégies, puis ça m'est déjà arrivé au hockey que ça soit un petit peu ça, premier arrivé, s'en va au centre, oui, mais éventuellement, il y a un switch qui se fait, puis c'est pas à chaque fois que c'est comme ça. Donc, il est perdu en des zones. Je suis pas vendu que c'est un centre dans la Ligue nationale, vraiment pas à cause de ça. Puis c'est pour ça, c'est son négatif. Tout le monde va parler un grand centre, 6 pieds 4, peut-être 6 pieds 5, 6 pieds 6, Malkin, etc. Je suis pas vendu que c'est un joueur de centre c'était dans ma la Ligue nationale. comparaison, moi. Je sais pas Ben, pourquoi, là, il est peut-être moins large que Malkin, là, mais quand je le regarde patiner avec la rondelle, j'ai l'impression de voir Malkin. Je ben dis pas que tu as l'offside raison. va faire 100 points, mais C'est le gros, gros, gros upside. Probablement qu'il ne sera jamais ça, mais c'est dur de trouver une comparaison. Un gros centre de même, puis qui patine mais pour bien et son tout, qui est pour son fort. positionnement défensif, là, je suis parfaitement d'accord. Là. Ma fin de paragraphe était comme dans l'autre page, là, je viens de voir. Tu sais, j'avais écrit à un moment donné, je trouve que quand il donne trop de mise en échec sur un chip, ça lui gruge du jus, puis après ça, il néglige un peu son jeu défensif dans sa Ouais. zone. Tu sais, si en forecheck, il va donner un gros hit en arrière du but, après ça bourdonne un peu dans la zone offensive, redonne un hit sur le bord de la bande, puis là, à un moment donné, ça sort, on dirait qu'il est drainé, puis c'est pas le gars que, justement, tantôt, tu parlais de Bouhim capable de jouer 2 minutes. Ben, le Strom, c'est pas le Ouais, gars non, qui est capable de jouer des chiffres d'une minute et demie. Fait que exact. ça, là-dessus, je pense qu'il va falloir qu'il gauge un peu là, son énergie là, mettons, quand il va pogner un niveau supérieur, ben là, peut-être de donner 2-3 hits de moins d'un match pour être capable de garder un jeu défensif de qualité toute la game. Ouais, exact. Mais écoute, c'est bon, on a fait le tour pour Caden, donc on est un peu sur la même longueur d'onde. Pour le prochain, on ne le sera pas sur la même longueur d'onde. Donc, j'aimerais ça que tu me dises si moi je suis rendu à 4, j'en ai déjà mes 4. Donc, toi, qui est ton Yes. quatrième joueur, Marc, pour le repêchage? Moi, je me suis mouillé. Le défenseur que je considère le plus. C'est c'est pour ça que je dis qu'on ne l'a peut-être pas fait de la même manière. Je pense que Lev Chunov, qui est mon quatrième là, sur ma liste de top 10, je pense que c'est le plus NHL ready. En vrai dire, on dirait déjà un défenseur de la Ligue nationale qui joue avec des enfants. Mais je comprends que dans 10 ans, mais qu'on se reparle, peut-être que Levchunov va être rendu un Dimitri Orlov, puis que Parek ou Bouhim soient rendus des joueurs phénoménaux qui font 70 points par année. Fait que pour ces raisons-là, moi, vu que je trouve que son côté physique, sa maturité défensive, son jeu dans l'ensemble, OK, offensivement, ce ne sera pas un gars de première vague de powerplay, je suis très conscient. Mais je trouvais que ce gars-là, mettons, quand tu le regardes, un Bélarus dans le top 5, wow, c'est rare. Non, je fais des farces, mais tu sais, il me semble que quand je regardais ce gars-là jouer, on dirait que c'était dur d'y trouver une faiblesse, à part, tu sais, que c'est pas le gars avec le plus grand, les plus gros skills offensifs, là. Sur le ballon, je suis juste en train de trouver mon petit Puis dis paragraphe, donc, là. il jouait où, Marc, pour les Ouais, fait auditeurs qui ne que, connaîtraient pas Artyom donc, Levchunov? Artyom Leshunov, il jouait cette année avec Michigan State dans la NCAA. Important de préciser que Michigan State, c'est dans le Big Ten qu'on appelle. Tu sais, le Big Ten, c'est considéré comme les 10 plus grosses universités américaines là, dans le programme hockey. Fait qu'on s'entend que c'est pas le même calibre que la WHL et la LHJMQ. Là. Ils jouaient avec des gars qui peuvent avoir jusqu'à 23, 24 ans. Souvent, là, les gars qui sortent
première ronde au draft à 17 ans, puis que là, sont repêchés, puis ça s'en va jouer NCAA, sont souvent avec Michigan, Wisconsin. Michigan State, c'est quand même pas, c'est quand même nouveau là, qui ont des gros joueurs. Là. Mais bref, c'est la grosse ligue. Il y a aussi dans l'Est, là, Massachusetts, Boston, tout ça, qui sont très forts. Dans l'Ouest, avec Denver, là, avec BUM, que d'ailleurs, ils ont gagné le Frozen Four. Fait que c'est quand même une bonne division. Let's Là. go! Mais, honnêtement, Levchunov, moi, je trouve que il a joué 38 matchs, mais contre des grosses équipes. Là. Il n'y a pas eu de match facile, lui, là, cette année, parce que, BUM, là, ils ont gagné des matchs 9-1 puis 8-1 contre, je pense, c'est Miami State, là, Miami University qui était dans leur division. Là. J'allais voir un match par match, ils ont défoncé des équipes, tandis que Levchunov, premièrement, c'était la grosse ligue. Là. Fait qu'ils n'en ont comme pas eu des matchs de 8-1, 9-1. Là. C'était tout le temps des matchs serrés. Fait que tout le temps, c'est un défenseur de 6 pieds 2, 200 livres. Il a fait 9 buts, 26 passes, 35 points en 38 matchs avec Michigan State. C'est presque un point par match. Puis pourtant, c'est pas le défenseur qui est reconnu pour avoir les plus grosses aptitudes offensives. Là. Bon. Ouais. Moi, ce que j'aime, il a quand même fini un point derrière le meilleur pointeur de l'équipe, là, Isaac Howard, qui était un first pick en 2022 de Tampa. Fait que, on parle quand même, là, le meilleur pointeur du club, le défenseur a fini un point en arrière. Là, c'est sensiblement, il participait beaucoup à l'offensive de l'équipe. Sinon, je veux t'écouter un petit peu Ouais, là, pendant que. ben, moi, Artyom Levchunov, en fait, je l'ai 10e sur ma liste, donc il a fait le top 10 par la peau des fesses. C'est le genre de joueur, puis je vais dire un petit peu, il est comment, là, c'est un défenseur droitier assez gros, un très bon long speed pour son size, donc il est capable d'atteindre une vitesse qui est quand même très bonne. Ses passes sont très solides, sa shot est pesante. Quand il réussit à prendre Ah une ouais. bonne shot, elle est très pesante. Il adore suivre l'attaque. Sur le rush, c'est quelqu'un qui va vraiment suivre l'attaque, ne va pas en générer comme un bouillon, de la ligne bleue, va être beaucoup moins bon pour se promener sur la ligne bleue, trouver des lignes de tir. Donc, c'est pas nécessairement ça, sa game. Il a généré beaucoup d'attaques, mais via les entrées de zone. Donc, ça, c'est quand même ce qu'il y a de positif. Puis c'est ton dev prototype avec un petit upside offensif. Puis honnêtement, si j'avais eu comme défenseur, j'avais eu le 16 à Bouillum, toutes ses habiletés et tout, je pense que j'aurais adoré parce que j'aurais compris la game mieux qu'il comprend la game. C'est ça son gros négatif à Bouillon. Il y a peut-être tout ce que tu veux d'un défenseur, puis il y a le gros upside de devenir vraiment, moi je le vois un def solide, un qui joue des grosses minutes, puis il y a le 16. Il y a le 16 pour être physique en 10 zones, il y a le 16 pour être bon en 10 zones, puis pas se faire déborder par personne. Mais la tête ne suit pas les aptitudes. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je comprends vraiment pas sa game de hockey. La compréhension générale de ce que tu dois faire au hockey, que ce soit dans la D-zone, que ce soit dans le rush pour un défenseur, c'est là que je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Est-ce que c'est le coaching? Est-ce que c'est parce qu'il vient de la Biélorussie puis il n'a pas été beaucoup coaché là-bas, puis c'est ça qui se passe? Est-ce que c'est sa personnalité? Donc, lui, vraiment, les entrevues sont extrêmement importantes selon moi, parce que je ne sais pas pourquoi il prend des décisions qu'il prend des fois. Puis ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, tu es un défenseur, tu choisis tes spots pour appuyer l'attaque quand, là, c'est un bon spot, je ne nuis pas à personne, mais je peux aller créer un 4 contre 3, un 3 contre 2. Ben, Levchunov, des fois, il est D2 dans la D-zone. Il y a un, excusez pour ceux qui ne connaissent pas les termes techniques, mais il est D2 dans sa D-zone, donc il est un peu en avant du but. Il y a un breakout qui se fait sur le bord de la bande, l'autre bord. Ben, dès que la passe est partie à l'ailier, Bouillon, il est déjà parti far side, puis il appuie l'attaque. Mais la puck n'est même pas encore rendue. Fait que moindrement qu'il y ait une petite erreur, un petit turnover, c'est un 2 contre 1 ou 3 contre 0, même si l'autre def se fait battre. Puis ça, il fait ça trop souvent, puis je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Puis dans la D-zone, c'est comme si des fois, il est juste là, il se promène, là, il lève un bâton. Là, il se fait souvent box-out par l'ailier. C'est ça que j'ai pas aimé. Le gars rentre au but, puis je te crème, t'es plus gros que tout le monde, t'es plus fort que tout le monde, tasse-les, fais quelque chose. Puis c'est, tu sais, ça, je me dis, moi, je le vois high upside, puis low floor. C'est lui le joueur que je parlais tantôt. C'est s'il ne comprend vraiment pas la game de hockey comme ça, rendu dans NHL, ça ne marchera pas du tout. Mais son upside est tellement haut si c'est juste du coaching, c'est juste qu'il parle russe, puis il ne comprend pas ce que le coach dit. Puis c'est vrai, là, ça arrivait junior, là, tu le dis qu'Abramov ne comprenait pas trop le système défensif là, à Gatineau. Donc, tu sais, c'est des niaiseries de même, mais c'est peut-être ça. Mais à cause de ça, je ne pouvais pas le mettre aussi haut. Puis je l'avais mis haut au début, puis après ça, j'ai revu, puis j'ai fait, hey, non,
c'est trop risqué un petit peu pour moi. Fait que je comprends où tu l'as. Je l'avais peut-être à peu près là, un petit peu plus bas, mais je l'ai descendu, mais c'est ça, Levchunov. Je pense que, à moins Tu que tu aies sais, d'autres choses, Marc, mais moi, je moi, suis c'est pas pas tant ça. convaincu que je suis pas convaincu qu'offensivement, il va être dangereux, mais au même âge, là, il a quand même fait plus Ouais, de points que, mettons, des gars comme Zach Werenski, Charlie McAvoy, Finn. Tu sais, je veux dire, ouais, je trouve quand même que, je veux dire, pour son âge, honnêtement, ce qu'il a fait cette année dans l'ensemble, là, c'est quand même impressionnant. Puis moi, ce que j'aime défensivement de son jeu, tu sais, tu as nommé quelques lacunes, puis ça, je suis d'accord, mais pour sa grosseur, tu sais, il se déplace. Là. Puis je trouve qu'à oui, un oui. contre un, mettons, là, il est bon pour gager le gap puis aller tuer le jeu sur le bord du board. Là. Des fois, un Mhm. attaquant qui rentre full speed en Ouais, breakout, ben, contre un petit défenseur, il va le contourner. Ben, on dirait que Levchunov, il a cette capacité-là de se coller après l'attaquant, puis là, tuer le jeu, là, ou bien au moins ouais, ouais. ralentir, laisser le temps à ses chums d'arriver. Moi, je le trouvais efficace pour un gars qui jouait NCAA, Big Ten à son âge. J'ai dit, OK, ça, c'est un stud. Mais en même temps, comme je te dis, j'aime ce que tu dis, là, son upside, il est gros, mais il peut être très mauvais. Tantôt, moi, je pense que s'il est juste correct dans NHL, ça va être un genre de Dimitri Orlov, qui est un défenseur très beige. S'il est Ouais, bon, ça peut quasiment devenir. Ben non, parce qu'il n'y a pas autant d'offensive, mais je trouvais genre un Sergachev. Capable d'être robuste, bon ouais. défensivement, bon offensivement. Dans le Ou style entre de ouais, son impact, je suis d'accord. Pas les mains puis pas le tout à style de Sergachev, jeu. là, Non, non, mais non, 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 mais non, tu sais, pas le style de l'impact jeu, comme mais défenseur, l'impact. là, ça Ouais, pourrait devenir un. Puis ouais, tu sais, ouais. je dirais que tu sais, entre les deux, là, mettons, ce que je m'attends qu'il va devenir, ça peut tu sais, virer en Ivan Provorov. Est-ce que Provorov, t'aurais dû le prendre quatrième à son année de draft? Pas nécessairement. Mhm. Fait que tu sais, je Ouais, comprends c'est là, ce ça. que Je comprends. Moi, son downside, c'est ça. C'est juste que je le vois plus, son downside. Il est tanné après 2 ans de jouer dans et puis il s'en va en Biélorussie. Puis son âge, c'est ouais. drôle parce que là, j'écoutais un podcast, puis ça, c'est des oui-dire, là. Mais tu sais, des fois, on ne sait Tu sais, pas ce les serait plus vieux. passeports de ce monde-là, les baptistères. Tandis que ça parle entre les branches, peut-être qu'il est plus vieux, mais en tout cas, ça, on ne peut pas en parler. Nous, on va avec le tape qu'on a, puis ça, on ne le sait pas. Là, ils feront leur enquête. Donc, Exact. écoute, c'est bon pour l'Efchinov. Donc là, on est rendu égal au niveau de nos joueurs qu'on a nommés. Donc, on est rendu à la 5e position. Je me souviens pas, Moi, t'avais qui? mon 5e joueur, c'est Zane Parek, défenseur droitier dans la OHL qui joue pour les Spirits de Saginaw. Donc, qui est présentement à la Coupe Memorial. Donc, si vous voulez le voir, c'est le temps. Toi, Marc, qui as-tu à ta 5e Ben, position? je vais te laisser commencer avec Parek, mais moi, j'ai Eginla, puis je suis curieux de savoir, parce que si je ne me trompe pas, tu as Eginla 6. Non, non, j'ai Eginla un petit peu plus bas. Donc, toi, tu as Eginla. Moi, Eginla, je l'ai 8e. Mon six OK, sept bon. huit est très serré, mais Eginla, je l'ai 8e. Tu sais, j'ai quand même aimé, puis le monde, bon, là, il l'a pas aimé, Eginla. Je l'ai quand même mis dans mon top 10, puis je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient là au début de l'année, mais je sais qu'il y a un Ouais, hype ouais. dessus présentement, là, mais en tout cas. Donc, Bon, on va y allons-y aller. avec Parek, puis Ouais. j'enchaînerai avec Eginla. On parlera de Egenla après. Donc, Zane Parek, un défenseur de 6 pieds 1 environ, il me semble. 6 pieds 1, 181 livres. Il a fait, ça c'est important de le dire parce que c'est impressionnant. Je ne parle pas beaucoup des stats là, depuis le début, mais 96 points, si je ne me trompe pas, dans la OHL à 17 ans. Ça, c'est exceptionnel, pas besoin de vous le dire. Puis, honnêtement, en regardant le tape, c'était pas mal. Puis, quand vous allez regarder la Coupe Memorial, c'est pas mal leur meilleur joueur. Donc, Zane Parek, c'est quoi? C'est un défenseur extrêmement très agile sur patin. Il y a un patin très facile aussi. Donc, comme je parlais un petit peu avec Bouillum, c'est que c'est pas dur. Il y a des longues enjambées. Rapidement, il peut atteindre un speed qui est quand même très intéressant. Lorsqu'il appuie le rush, il arrive très rapidement aussi. C'est quelqu'un, tu sais, pour l'habileté de glisser sur la ligne bleue, mais pour l'habileté de trouver des lignes de tir, j'ai trouvé que Parek, c'était un des meilleurs. Ça, il y a un petit upside sur Bouillum. Premièrement, parce que son tir est plus puissant qu'un Bouillum, mais également parce que j'ai trouvé, pour vraiment trouver des lignes de tir, là, il était très impressionnant. Donc, c'est vraiment ça, un def offensif, mais j'ai trouvé aussi là, que dans sa zone, Parek, c'est vraiment pas une plaie, comme on dit dans sa zone. Donc, c'est pas nécessairement une problématique de ce côté-là. Là, on parle de dans la OHL, dans la NHL, c'est sûr qu'il va y avoir une petite adaptation, mais j'ai trouvé qu'il était très bon, met son stick on puck pour closer le gap aussi.
il est très, très bon pour closer le gap, justement parce qu'il a un bon speed. C'est facile pour lui patiner. Donc, dans sa zone, j'ai trouvé quand même que c'était quelque chose de très bien. J'ai bien aimé ce qu'il faisait. Il se fait battre des fois quand l'autre équipe est en rush, cependant, parce qu'il va comme tricher un petit peu. Il va essayer d'aller closer le gars, puis il commence à faire son pivot trop tôt. Puis ça, c'est arrivé quand même à quelques séquences. Le gars coupe dans le centre, puis il est battu. Je pense que ça se corrige parce que son patin est là. C'est vraiment juste qu'il prend un petit peu trop de chance de ce côté-là. Puis Marc, tu l'avais remarqué, mais il pinch énormément. Est-ce que c'était, d'après moi, c'était dans le plan de match à Saginaw, il voulait créer de l'attaque via Parek. Donc vas-y, pinch, on a toujours un F3 qui est là. Puis c'était la bonne façon de faire. Si quelqu'un dans la NHL lui dit, ben, on pitch un peu moins ou dans cette situation-là, vas-y pas, je pense qu'il va être capable de le faire. Maintenant, pour les faiblesses, je pense pas que ça va jamais être un shutdown defenseman. Ça, c'est sûr. Puis présentement, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est beaucoup trop frêle. Je le sais que le 16, c'est vraiment, là, il est grand. Puis comme tu as dit, Marc, il joue vraiment. Il joue pas les genoux fléchis comme un bouillon. Son patin n'est pas puissant comme un bouillon. Il joue drette, là, comme elle chine. Le bout de son bâton. Mais ouais, c'est ça. Puis présentement, il est trop frêle. Puis de la façon qu'il joue, il va vraiment falloir qu'il grossisse. Ça ne m'inquiète pas parce qu'il a 17 ans. Là, il va être capable de mettre un peu de muscle sur sa charpente. Mais c'est quelque chose de très important parce que là, on l'a vu, je pense que la game à la Coupe Memorial s'est fait frapper 2 fois en fond de zone. Mais c'était pas tant des gros hits. Mais il se ramasse à terre. Puis on dirait que ça a fait mal. Puis ça, c'est vraiment là, quelque chose qui va devoir améliorer. C'est principalement ça ma faiblesse, mais c'est que le côté défensif, je vais moins faire confiance à un Parek qu'un Bouillon. Pourquoi ils sont comme ça? Puis je vois un gros gap de ce côté-là, c'est ça. Puis c'est le patin, je l'aime, mais j'aimerais ça le voir patiner plus avec la rondelle. Des fois, il est en regroup, puis il y a la rondelle, l'ailier, l'ailier qui met de la pression, pas son ailier, là, mais le joueur adverse qui met de la pression, il est proche de lui. Puis c'est pas mauvais, mais il va faire une petite passe par en avant à son allié, puis après ça, il va arrêter, il va se faire sortir du jeu. Mais des fois, vraiment, il est capable, je suis là, ben patine, vas-y, t'as la ligne, vas-y, appuie l'attaque dans ce sens-là. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'il fasse un petit peu plus. Mais Zane Parek, c'est ça. Donc, trop gros upside offensif pour passer par-dessus, puis vraiment qu'il glisse trop loin. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai aimé. Marc, toi, tu l'avais commentien, Parek? 6e, dans le fond, juste après Egan, là. OK, bon. Est-ce que tu as d'autres points où tu es pas mal en accord avec ça? Je suis parfaitement en accord avec ce que tu as dit, là. Moi, en gros, Parek, là, ce que je veux préciser, c'est que, moi, je considère que son edge work, là, ses déplacements Oui, latéraux, oui, sa oui, ligne oui. bleue, sont encore plus impressionnants que Bouim. Même si Bouim, c'est plus un. Je sais pas comment dire, c'est ses mouvements Ouais, non, je comprends. circulaires, tandis que Tu as lui, c'est ses raison. mouvements latéraux. Il bouge Mhm. tellement vite, puis il s'ouvre des lignes de tir, puis il met la puck au net. Il tire souvent, puis 32 buts pour un défenseur de 17 ans, honnêtement, moi, ça me jette à terre. Là. J'ai été plus au niveau d'une comparaison. Moi, ma première phrase, c'est est-ce qu'il s'agit du Macar, du draft? Ben, je suis peut-être pas prêt à dire ça parce qu'il y a beaucoup de lacunes dans son jeu défensif. Je me suis amusé à sortir des statistiques. Cette année, il y a 7 matchs de -3 ou pire. En 66 matchs, il a fini 7 matchs. C'est pas énorme, mais c'est quand même 7 matchs. Il y a 18 matchs qui a fini dans les moins. Sur 66 matchs, c'est 28 du temps. Faut en prendre puis en laisser, là, des plus ou moins, là, mais ça laisse quand même croire qu'un match sur 4, je veux dire, même s'il a fait 3 points, il est des moins pareil. Là. Je veux dire, c'est quand même, tu vois que son jeu défensif n'est pas parfait. Par contre, il a fini 21 points en avant du deuxième scoreur du club, puis c'est le seul marqueur de 30 buts dans son équipe. Fait que ça, pour un défenseur, à son âge, je veux dire, c'est lui qui a carry le club, si on veut. Là. Puis, je me suis mis à le comparer un peu avec des défenseurs du même âge qui sont à caractère offensif. Ben, à cet âge-là, qui était à caractère offensif, il y a une meilleure moyenne de points par match, mettons, que Evan Bouchard au même âge, Minchukov, qui a joué dans la Ligue nationale cette année, qui avait sorti top 10 à Anaheim, Ekblad, qui avait sorti premier overall. Puis que ça m'a quand même amené vers la réflexion. Jamie Drysdale, là, il avait fait 47 points en 49 matchs, puis il a sorti 6e au total dans son année. C'est un gars qui a sensiblement le même gabarit. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que Drysdale, son année, il y a 6 défenseurs seulement qui ont sorti en première ronde. C'est l'année à Goulet puis Justin Barron. C'était pas un Ouais. gros draft de défenseurs, mais tu sais, comment qu'un gars de 47 points en 49 matchs, petit gabarit, qui est mobile, peut sortir 6e, puis que tu te dis, ben, Parrick, moi, je pense qu'il va sortir 12, impossible. Ce gars-là a trop de talent offensif. Son footwork, là, ses changements de direction, ses petits mouvements latéraux, pour vrai, moi,
Il est vraiment le fun à voir jouer. C'est un défenseur qui va vendre des billets, puis des billets de saison. Par contre, il faudrait qu'il soit matché, je pense, à 5 contre 5 avec un défenseur responsable défensivement parce que oui, Exact. il binge beaucoup, il prend des risques, mais il était dans une équipe pour ça aussi. J'ai l'impression que moi, Parek, là, il faisait partie du plan de match avant la game là, pour sa guina. Ah Fait que oui. c'est dur là, de comparer un gars qui est aussi important pour son équipe offensivement parce que là, oui, il prend des risques, puis il a toujours la rondelle. Fait que c'est sûr, si tu regardes juste son nombre de revirements à la fin de la game, ben oui, il fait plus de revirements que le gars de troisième trio qui n'a pas touché à la puck de la game. C'est normal. Fait qu'à un moment donné, je ne veux pas être trop sévère envers son jeu défensif. Je l'ai même mis légèrement supérieur à Bouillem parce que dans ce que j'avais écouté, je l'avais vu moins faire de lacunes flagrantes sur des buts qu'il a accordé que les petits détails que Ouais. j'expliquais de Bouhim Je tantôt, comprends. qu'il a jumpé sur un joueur en arrière du but, que c'était pas le sien, ou qu'en piqué, il était trop agressif dans le coin, ou, tu sais, Parek, il fait des mauvaises passes, il prend des risques, il fait des turnovers. Je veux dire, c'est ça un défenseur offensif. Un défenseur de 96 points ne peut pas finir l'année avec 6 revirements, impossible. Mais C'est moi, je pense que c'est un ouais. talent générationnel. Comme défenseur droitier, habituellement, les droitiers sont très en demande dans la NHL. Il a joué dans OHL, que je considère plus forte que la WHL. Moi, pour vrai, ses stats, c'était 96 points. J'espère que l'équipe qui va le repêcher va le laisser dans OHL l'année prochaine pour encore plus faire des records, là. Je pense pas que c'est un gars qui est prêt pour la Ligue nationale. Fait que ça va être intéressant de le suivre l'année prochaine. Non, exact. Ben, écoute, c'est bon pour Parek. Je pense qu'on le voit pas mal similairement. Donc, on peut passer au prochain. C'était TJ Ginlock. Toi, tu avais cinquième. Moi, j'avais huitième. Je peux Yes. peut-être, tu l'as plus haut, là, je peux peut-être juste présenter le joueur rapidement. Ça a l'air de quoi, TJ Yes. Ginlock. Puis je te laisse parler des points positifs. TJ Ginlock, premièrement, c'est le fils à Jérôme Ginlock, pour ceux qui se demandaient. Donc, oui, c'est son fils. Il jouait avec le Rocket de Kelowna dans le WHL. C'est un gars de 6 pieds, 185 livres, puis c'est un ailier gaucher. Puis pour les mensurations, là, ça se peut que ça bouge beaucoup. C'est le combine en fin de semaine, donc ça se peut qu'il y en ait qui boivent à peu près 8 litres d'eau là, avant de monter sur la balance, là, ce qui arrive des fois. Là. Je me rappelle Junior. C'était qui? C'était Clapperton, un début d'année. Il voulait peser pesant, là. Je pense qu'il s'était rendu malade, puis c'est tellement qu'il avait bu. Mais bon, c'est des petits trucs des fois, niaiseux, parce qu'on est jeune, puis ça ne change pas grand-chose. Là, ils vont grossir par après. Mais bon, c'est ça pour TJ Ginla. Comme joueur, un petit peu, moi, TJ Ginla, j'ai trouvé que c'est un complet. Un joueur très complet. Il a très bon dans plusieurs aspects de la game, impliqué défensivement. Offensivement, c'est quelqu'un qui a des bonnes skills. Pas, on parle vraiment pas des demi-doffs, des bonnes skills. C'est pas sa game nécessairement, mais lui aussi il est très bon pour jouer dans le triangle, mais il va pas te sortir non plus des choses à la demi-doff comme on a vu. Son coup de patin, c'est pas une force. Le coup de patin n'est pas une force, mais c'est un bon patineur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est vraiment agile. Tu sais, vraiment, quand on parlait d'open up tantôt un petit peu, c'est des choses qu'il fait très aisément. Vraiment, tu sais, se promener un petit peu dans la zone, là, très shifty dans ce sens-là, mais non quelqu'un qui va te déborder puis va t'exciter par sa vitesse. Ça, c'est vraiment pas sa game. Ou sinon, très bonne shot, un wrister en tant que gaucher. Je pense que c'est une de ses forces. Puis il voulait beaucoup amener la puck au net là, cette saison. Donc, TJ Ginla, c'est un petit peu ça. Il va amener un aspect de robustesse également, sans tuer tout le monde vraiment sur le long des rampes. Il va frapper. Il est super bon pour faire des counter-checks. Quand il arrive sur la rondelle, il counter-check le gars, puis le gars souvent va tomber parce qu'il est quand même gros physiquement. Donc, moi, Ginla, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Puis sinon, pour les autres points, non, c'est pas mal ça. J'ai pas parlé de positif, négatif, mais c'est sûr que ça, c'est le positif. Mais vas-y, Marc, là, tu l'aimes plus, donc vas-y avec Ben, les aspects que tu aimes le plus dans sa game. Là. je te dirais que moi, là, c'est sûr que je le voyais pas peut-être dans le top 10 recul de là, 3-4 mois. Je pense que là, il s'est mis Ouais. sa map beaucoup avec sa bonne performance au U18, où est-ce qu'il a été vraiment peut-être pas le meilleur du Canada, là, mais il a été très, très fort. Faut dire qu'à Kelowna, oui, il a fait 84 points en 64 matchs, c'est 47 buts, c'est presque 50, c'est Ouais, ouais. excellent. Mais lui, contrairement à Parek, exemple, puis certains d'autres joueurs qui sont comme tout seuls dans leur mauvaise équipe, lui, il y avait Crystal, le deuxième choix là, de Washington l'an passé, Ouais. Andrew, je crois. Il a quand même fait 40 buts, 111 points. Fait que lui, il pouvait compter quand même sur un partner de trio très explosif, très bon. Puis, il y a un autre joueur, là, leur partner, qui jouait avec eux autres, il a fait 83 points. Fait que, mais après ça, le quatrième est à 55 points. Fait que tu vois qu'il y avait vraiment un trio à Kelowna qui était dominant. Fait qu'il a profité du fait qu'il a joué avec deux bons joueurs, puis c'est bien correct. C'est de même qu'on
la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est lui qui a rendu Crystal aussi bon? C'est Crystal qui a rendu Egan là bon? Je pense que c'est l'inverse. Egan là a rendu ses coéquipiers peut-être Je ne sais pas s'ils ont meilleurs. joué toute l'année ensemble, mais c'est sûr sur le Peut-être pas au powerplay, ils étaient tout début, le temps là. ensemble. Fait que, Ouais. ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire que moi, je pense qu'il possède le X-Factor qu'on ne peut pas oublier. Là. Son père, c'est Jerome McGinley. Ce que je me suis amusé à faire, Jerome McGinley, à son année de draft, il avait fait 33 buts, 71 points en 72 matchs. Son garçon vient de faire 47 buts, 84 points en 64 matchs, ce qui est meilleur. C'est pas L'année la même. suivante, C'est plus la même game de hockey, par exemple. non, mais tu sais, juste pour donner une idée, là, tu sais, Ouais. l'année d'ensuite, après avoir être drafté par Calgary, Jerome McGinley a fait 63 buts, 136 points en 63 matchs. Fait que, tu sais, je sais qu'il n'est pas encore à son apogée, là, il n'est pas dans son prime, Tig. Puis moi, avec tout ce qui est arrivé avec les deux Ketchuk, là, tu sais, on en regrette encore Kotkaniemi, ben pour vrai, j'aurais de la misère. Si, mettons, les Canadiens, Demidov puis Detstrom est sorti, j'espère qu'on va prendre McGinley parce que il n'est pas aussi robuste que son père, mais anyway, le hockey a changé. C'est plus ça, le hockey. C'est un franc-tireur. Moi, je trouve qu'il est fort et il est lourd sur son bâton. Il me semble que quand il contrôle la puck en zone offensive, il a de l'air pesant sur son stick. Tu ne le vois pas se faire lever le bâton et que le bâton vole dans les airs. Je trouve qu'il est mine. Il fait des changements de direction pour protéger sa puck. Il a un très bon lancer. Puis d'ailleurs, je ne pouvais pas aller voir autant de statistiques pour les gars NCAA, mais pour les gars dans la CHL, c'est le gars que j'ai vu qui a le plus de tirs au but cette année. Il a fait 319 tirs au but en 64 matchs. Puis en série, il a fait 54 tirs en 11 matchs. Tu totalises ça, là, ça fait à peu près 380 tirs au but cette année. Fait que ça prouve qu'il met des pucks au net. Il est en zone offensive, il est dangereux. À 1 contre 1 le long des bandes, c'est un gars qui est combatif, qui va gagner des bagarres contre des gars plus gros que lui. Là, je pense qu'il a joué au centre un peu pendant la saison, parce que j'avais dit qu'il était très bon sur ses face-offs, Ouais. mais il a plus joué à À l'aile. voir, je pense qu'ils veulent le faire jouer au centre l'année prochaine. Là. Ouais, parce que des fois, ce que j'aimais potentiel. sur ses face-offs, je trouve que combatif, ses face-offs, c'est drôle à dire, mais il volontairement perdait le face-off pour jumper l'autre bord du gars et essayer d'aller récupérer à la puck au défenseur. En tout cas, moi, je le trouvais le fun à regarder jouer au centre. Il peut marquer de n'importe où dans la zone offensive. Là, c'est un gars qui prend des tirs un peu des angles des fois que le goaler ne se méfierait pas. Il va trouver la ligne de tir. C'est pas les meilleures mains, mais son handling est quand même bon. C'est pas le plus grand passeur, mais il apporte tellement de puck au net qu'il ramasse beaucoup de passes par des retours. Fait que, moi, j'aime ce genre de joueur-là que c'est un peu un aperçu de là, 20 ans, qu'est-ce que son père était. Puis, je peux pas dire que c'est la copie conforme, mais si on se fie au ketchup, ça laisse quand même croire que le jeune, il y a des gains là dans le cul, je peux le dire de même. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que Ouais, c'est bon. un top 5 en tout cas. Il est mature pour son âge, puis on parle déjà d'un leader. Là, fait que moi, ça me parle. Contrairement à certains joueurs qui ont des problèmes d'attitude, là, on en parlera tantôt. Là. On en parlera. Puis, On parle. j'avais de la misère à trouver une comparaison pour Tig Higgin-là, autre que son père. L'autre que j'ai trouvé, c'est Moi, pas j'en ai parfait une. comme comparaison, Ouais. là, mais je dirais que c'est un prime Brad Marchand. C'est un gars qui va déranger puis il va scorer des buts importants, mais on va tout le temps se souvenir de sa présence après la game, même s'il n'a pas scoré. Ça va être un tannant, tu sais. Ouais. Je le vois, moi, admettons ma comparaison, puis je dirais tout de suite après, c'est qu'est-ce que je voyais de négatif, pourquoi je l'ai un petit peu plus bas que d'autres attaquants. C'est là, ma comparaison, c'était plus quelqu'un qui fait tout bien, plug and play sur n'importe quelle ligne, puis ça va fonctionner. C'est pas lui qui va faire runner la ligne au complet, mais il va jouer là, tu peux le changer de ligne, faire jouer n'importe où, puis ça va bien aller. Puis si tu le mets avec des bons joueurs, il va la mettre dedans. Un peu comme un Sam Reinhart. Moi, je sais que ne joue pas du même bord, là, mais j'étais plus dans ce genre-là. Peut-être un petit peu plus rapide que Sam Reinhart, mais Sam Reinhart, c'est pas très rapide, puis Tige, c'est pas sa force principale. Donc, je suis un peu là. Puis ce que j'aimais moins, ouais. Non, excuse, j'avais vu une Non, comparaison, je mais, trouvais qu'il ressemblait, c'est Brandon Eagle. Tu sais, ouais, genre de peut-être. joueur, grinder un peu, qui va rentrer dans les coins, mais qui a la touche d'un scoreur. Ouais. Puis ce que j'aimais moins de Tige versus les autres attaquants, c'est que je le vois moins un petit peu contrôler la ligne puis vraiment être le top gun de l'équipe. Je vois pas le upside de ça. Mais si, là, on reparlera du Canadien, on va parler du Canadien à un autre podcast, parce que de toute façon, oui, ça va Il ne me être trop long. dérangerait pas sur une deuxième ligne à Montréal. Non, Hein, non, avec, non, pas pantoute, c'est sûr.
Fait que, écoute, c'est bon pour Tige. On est un peu à la même place dans nos arguments. On ne l'a pas classé pareil. Maintenant, on peut y aller pour notre sixième joueur. Donc, moi, sixième sur ma liste, je vais avoir une surprise. Je pense que je suis peut-être sur une île pour ce joueur-là. Moi, j'ai adoré. Je sais qu'il y a des enjeux autres que ce que je pouvais évaluer. Mais à première vue, quand je l'ai évalué, je fais comme c'est qui ça? Pourquoi personne n'en parle? Trevor Conley. Ailier gauche qui joue pour Tri-City dans la USHL, un petit peu plus connu pour sa mise en échec à la tête contre le Canada au U18, malheureusement, mais tout qu'un joueur de hockey. Donc, ça, c'est mon sixième. Toi, Marc, est-ce que tu as Trevor Conley dans ton top Mon, 10? Puis, c'est qui ton sixième? Puis, on parlera mon de Conley sixième, après. c'était Zane Parek. Fait que, tu sais, on en a déjà parlé. Puis j'ai hésité longtemps à le mettre devant Egan là, mais pour son côté physique, j'ai préféré Egan là. Conley, je ne l'ai pas dans mon top 10 pour les mêmes raisons que tous les experts, mais je te comprends de l'avoir mis parce que ça peut devenir un Matthew Barzal, un Elias Pettersson. Ben, Je pense que c'est le gars le plus rapide du draft. Ben, exactement. Puis j'aime ça que tu dises Matthew Barzal parce que moi, c'était un peu ma comparaison de ce côté-là. Tu sais, c'est pas la même game. Matthew Barzal, on dirait qu'il patine puis il coupe tout le temps. Pas il coupe des légumes parce qu'il a des bonnes mains, là, mais tu sais, c'est le joueur qui ressemble plus à McDavid, selon moi, dans la ligue, sans être McDavid, là. Mais c'est un petit peu ça. Tu sais, Trevor Conley, je vais en parler. Donc, je jouais dans Tri-City dans la USHL. Donc, pas nécessairement le meilleur calibre, mais c'est quand même pas si mal parce que la WHL, on n'a pas parlé. Mais après avoir regardé beaucoup de tape, j'étais là, ouf, c'est quand C'est même faible. faible un peu la WHL. Je pense qu'il y a trop d'équipes, puis ils perdent beaucoup de gars dans la BCHL, puis ça paraît quand même rapidement sur le tape. Donc, demandez-vous pas pourquoi il y a des gars qui ont fait, je pense qu'ils ont à peu près 12 gars de 100 points cette année. Là. Donc, ça, c'est une petite parenthèse, mais Trevor Conley, c'est pas si pire la USHL. Il est commit à Providence l'année prochaine à l'université. C'est un joueur de 6 pieds 1, 171 livres, donc très, très frêle. Donc, il y a beaucoup de poids à prendre de ce côté-là. Comme Marc le dit, moi, Trevor Conley, c'est qui? C'est le meilleur speed du draft, mélangé avec un top 5 pour le draft dans les skills, vraiment ultra agile. Je sais qu'un Michigan, je ne l'ai pas mis sixième parce qu'il avait fait un Michigan contre la Lettonie, c'est pas ça. Mais vraiment, là, il est très rapide, très bonnes skills, vraiment, il est capable de tricoter dans un espace serré et de faire de déjouer complètement un défenseur pour aller la mettre dedans, puis de le déborder avec sa vitesse. Donc, il y a plusieurs angles qu'il est capable d'amener à l'attaque, puis il y a tout qu'une shot. Honnêtement, là, vraiment une bonne bin, un bon wrister, il est capable de la one-timer. Vraiment, l'attaque passait par lui à Tri-City. C'est certain que c'était le meilleur joueur. Des fois, on pourrait dire qu'il gardait trop la rondelle puis qu'il mangeait un petit peu la puck. Puis c'est vrai que sur des séquences, mais c'était tellement le meilleur joueur puis il était tellement dominant. Puis ce que j'ai vu au U18, c'est que dans des calibres un petit peu plus forts ou avec des bons joueurs, ben, c'était pas un enjeu son sens du jeu. Il trouvait constamment le joueur ouvert en haut zone. Puis moi, au U18, j'ai trouvé que c'était un des joueurs les plus dominants pour les États-Unis, qui était très, très bon. Puis, ça enlève là, les Guns. Egan, il est au Ah ouais. prochain draft. Là. Donc, après lui, moi, c'est potentiellement Conley que je parlais en premier. On va en parler d'un autre joueur des U18 plus tard, là, mais qui ressortait plus, qui m'excitait. Je pense que le upside offensif, c'est vraiment un joueur de première ligne puis le meilleur pointeur de ton équipe. C'est pour ça que je l'ai mis là. Le upside est là. Puis quand on parlait des points négatifs, pourquoi vous allez le voir beaucoup plus bas sur des listes qui va peut-être sortir plus tard, il y a eu des enjeux à l'extérieur de la glace. On ne rentrera pas dans ce qui s'est passé. Il y a des choses qui sont arrivées quand il était plus jeune. Il y aurait peut-être des choses dans la chambre où je n'ai aucune espèce d'idée. Mais en termes de sur le tape, ce qu'on a vu, puis moi, ce que je voyais comme talent, Trevor Conley méritait d'être là. Puis je l'ai mis avant Tige, puis avant un autre attaquant. J'ai hésité, mes trois prochains, j'ai vraiment hésité. Là, je vais vous le dire, c'était comme. Ça, c'était très dur, mais moi, c'est là que je le vois. Donc, puis il a la capacité d'être une petite peste aussi. Il n'arrête pas de parler, puis le monde va aller le voir, vont donner des cross-checks. Il est tannant. Puis il va frapper aussi quand c'est le temps. Donc, plus commit dans sa D-zone. Donc, ça ne sera pas comme tu as dit, j'ai vu ta tête. C'est pas le gars qui va frapper le plus, mais il va Ah, être parce qu'il tannant. est Il va frileux. arriver là, maintenant, Non, il ouais. va se pogner du speed, il va dire lui, je vais le geler. Vu qu'il est C'est rapide, lui. il a la Ouais. possibilité de faire ça, c'est C'est vrai. ça. Mais vas-y, dis ce que Comme tu je en te as dis, pensé. Élie, moi, je suis parfait. Quand tu m'as envoyé ta liste, honnêtement, on dirait que j'ai vu ta liste en me disant que c'était un peu une liste que moi, je m'imaginais si on me demandait de les classer dans 10 ans.
Parce que oui, Trevor Conley, c'est le plus rapide du draft. Son talent offensif fait aucun doute. Mais tu sais, moi ici, j'ai entendu toute la négativité, son problème d'attitude, puis tout ça. C'est ça j'étais comme incapable de le mettre dans le top 10 parce que moi, je l'ai trop fait en me disant c'est qui les 10 premiers qui vont sortir au draft cette année. Mais tu sais, les équipes, ils vont aussi selon leurs besoins puis selon les rumeurs, pas juste selon le talent pur. Bref, moi, j'ai dit, c'est un peu le joker du draft cette année. Je le vois sortir à San Jose 14e parce qu'eux autres peuvent se permettre, en ayant pris Celebrini Imagine. premier, de prendre un joueur controversé qui a fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Mais ça pourrait s'avérer un diamant brut quand tu prends le temps de le regarder un petit peu. Bon fabricant de jeu, il passe bien la POC. Je pense que c'est le gars au draft qui fait les plus belles sauces. Alors, il ne fait pas des sauces flacotantes, là, il fait des belles petites sauces qui tombent à plat sur la glace. Il est vraiment bon. Grâce à sa vision, sa rapidité, il peut déborder des défenseurs, souvent à 2 contre 1, souvent à 3 contre 2. Il crée des surnombres par sa vitesse. Il est vaillant, puis je l'ai trouvé quand même efficace, honnêtement, pour chasser des adversaires en repli Ouais. défensif, mais une fois rendu dans sa zone, pas le plus travaillant. Il a tendance à être frileux puis éviter les contacts quand c'est possible. Là, tu sais, exemple, qu'il y a une loose puck, puis là, il s'en va en zone adverse, une battle one-on-one contre le défenseur. Ben, et des fois, il va breaker, laisser le def rentrer, va essayer d'élever le bâton. Tu sais, quand il peut éviter les contacts, il le fait. Un peu sur le bout de la palette parfois, là, bon. Mais son talent, honnêtement, tu sais, je comprends parfaitement que tu l'aies mis dans ton top 10, puis je trouve ça audacieux, mais je trouve ça correct aussi, parce que l'équipe qui va le prendre va être audacieuse, mais ça pourrait s'avérer payant, disons, dans 5, 6, 7 ans. Exact. Ben écoute, comme tu dis, si les Sharks ramassent Celebrini puis Conley, tu sais, si vraiment ils hit puis Ouais, tout est bon, là, ça te relance. Déjà qu'ils ont Will Smith dans le pipeline, là, ouais. tu pourrais avoir tes trois premiers joueurs que tout le monde veut avoir dans la même équipe. Fait que c'est quand même. Je pense que, tu sais, justement, peut-être qu'ils vont, tu sais, je ne connais pas les intentions des Sharks, peut-être qu'ils vont dire, ben, regarde, il y a peut-être un def qui va glisser parmi les 6-7 meilleurs, puis on va le prendre 14e. Mais moi, je me dis que s'il y a une équipe qui pourrait se permettre de le prendre, tu sais, as ton stud premier overall, Celebrini, c'est un beau risque de prendre Conley, parce que comme tu le dis, éventuellement, avec Will Smith, ça pourrait être toute qu'une ligne, ces 3 gars-là en powerplay. Exact. Donc, écoute. Très bon. Ben, écoute, ça, c'était pour ma surprise au 6e rang. Maintenant, au 7e rang, ben, Marc, je te laisse y aller en me disant qui est-ce que tu as, puis après ça, je Yes, dirai j'ai le mien. peut-être une surprise parce que moi, si je ne me trompe pas, il n'est pas dans ton top 10. Nope. C'est un gars que, au début, quand j'ai commencé les analyses, je n'étais pas convaincu de ce gars-là parce que je me disais, bon, ben là, je vais le nommer, là, c'est Sam Dickinson. Dans le fond, moi, pourquoi je voulais le pénaliser, puis dans le fond, je ne devrais pas, il est bon. Je me disais, bon, London, c'est la grosse équipe de la OHL, on sait bien, il jouait avec Oliver Bunk, gros défenseur qui est sorti en première ronde l'an passé. Mais à bien le regarder puis à l'étudier un peu plus là, dans des matchs moins importants, mettons en milieu de saison, moi, il m'a impressionné parce que je trouve que c'est le défenseur. Tu sais, tu dis que Bouhim, pour toi, c'est le plus complet, qui a le moins de lacunes. Ben, Levchunov, tu sais, il n'y a pas l'offensive à Dickinson. Peut-être que Dickinson n'a pas la défensive à Levchunov, mais bref, moi, je trouve que Dickinson, il est complet. Il a un gabarit pour jouer dans la Ligue nationale, 6 pieds 3, 205 livres. C'est un vrai 17 ans, puisqu'il va avoir 18 ans en juin. 18 buts, 52 passes, 18 buts quand même. Tu sais, Parex, c'est bon, 33, mais 18 buts à 17 ans, 70 points. Il a fini à plus 56. C'est le meilleur différentiel de son équipe. C'est le meilleur du club. C'est le meilleur, je pense, de la OHL cette année. Il a fini 5e scoreur du club. Fait que, ça démontre quand même que, je veux dire, il y a 70 points, mais il y en a 4 meilleurs que lui. Là. Mais bref, 4e meilleur défenseur de la OHL. En série, un peu plus tranquille. Il a fait 13 points en 18 matchs, mais c'est quand même 13 points. Puis j'ai aimé sa progression. Je trouve que c'est un gars que, entre son année 16 ans, où est-ce qu'il avait été comme correct, ses intentions ses intentions de draft n'étaient pas top 10. Tu sais, à 16 ans, on entendait plus ou moins parler. Puis c'est un gars qui a vraiment monté au draft cette année. Puis ça, habituellement, c'est une bonne nouvelle. Les recruteurs aiment ça, un gars qui progresse encore à 17 ans, à 18 ans. Tu sais, ça laisse croire que son upside n'est pas atteint, là. Son floor n'est pas encore atteint. Bref, c'est un défenseur très rapide, il est mobile, il aime appuyer l'attaque, il a une belle créativité offensive. Je trouve que des fois, il fait des belles petites feintes, des beaux petits jeux qui sont le fun à regarder. Il aime se lancer dans des surnombres. Quand il détecte là, qu'il peut jumper, comme on dit, là, il aime ça. Il a la rapidité pour le faire, puis l'explosivité. Fait que c'est un gars qui aime jumper comme troisième homme. Il a un lancer frappé, là, son one-timer, dans le fond, il est incroyable. Cette année, dans le fond, il a joué, 68 matchs. Il y a 24 matchs de 5 tirs et plus.
Fait que dans plus de 33%, dans plus qu'un tiers des matchs, il a fait au moins 5 tirs au but. Fait que c'est un gars qui apporte beaucoup, beaucoup d'offensives, beaucoup de tirs au but. Il y a seulement 4 matchs cette année sur 68 matchs qu'il n'a pas tiré du tout au but. Fait que c'est pratiquement 4 matchs sur 68. C'est un gros gabarit, prêt pour la NHL. Son tir est de la NHL. Il a un coup de patin de la NHL. Il a un good IQ. Moi, je pense qu'il a des bonnes mains. Ce n'est pas sa qualité Ouais. première, mais il a quand même des bonnes mains. Sa vitesse, là, ça lui permet de contrôler des joueurs plutôt que les feinter. Vu que ce n'est pas le gars qui a les plus grosses mains, il va plutôt se servir de sa grandeur et de sa vitesse pour contourner plutôt que de passer à la POC en dessous du bâton 4 Ouais. fois. Là. Comme exemple, Parrick pourrait faire. Pour sa grosseur, c'est pas le plus physique, mais je trouve que dans sa zone, il couvre bien le territoire. C'est un gars qui va mettre son bâton à terre, mettre une jambe à terre, essayer de couper des jeux. L'effort défensif est là. Euh, Moi, honnêtement, c'est un gars qui m'a quand même surpris parce que je ne le voyais pas dans mon top 10 quand j'ai commencé l'exercice. Puis à force de l'écouter, je suis quand même impressionné. Puis je me dis, il ne faut pas que je le pénalise par le fait qu'il joue à London avec un club stacké. Il est bon, honnêtement. C'est pas un gars Ah. qui carry son club comme Parrick ou York and Chuck. Bref, je le compare peut-être, ce gars-là, dans son top à un John Carlson. Ça, là, Mark, Sam Dickinson, c'était un tough watch pour moi, pour vrai. Sérieux? J'ai vraiment pas aimé. Puis mais là, je veux pas être trop méchant, là, mais je comprends tout ce que tu Vas-y, dis. vas-y. C'est comme que sur. C'est vrai que si tu regardes ça globalement, il paraît bien un petit peu dans tout. Son patin, il est pas pire. Il a un gros size. Il se fait pas trop enlever la rondelle. Il a une bonne shot. Il a une bonne première passe. Mais je vois aucunement le upside de parler de lui dans un. Hey, je l'ai vu sortir dans des mock drafts, cinquième au total, un petit peu plus tard. Puis, tu sais, j'ai regardé ça après les avoir évalués. Puis, Sam Dickinson, c'est que les trucs qui me tannent avec son jeu, ça pourrait vraiment devenir inquiétant dans la Ligue nationale. Tu sais, tout ce que tu dis, c'est un petit peu vrai. Mais moi, la rapidité, je la vois pas au même niveau que les autres. Puis je trouve que c'est son agilité qui fait un gros problème. Ses pivots, c'est un peu problématique. Tu vois que c'est long un petit peu avant que ça tourne. Puis je pense vraiment que s'il était dans une moins bonne équipe, disons qu'il joue avec la pire équipe de la Ligue, je pense qu'il se Ah, serait ben, c'est fait ça qui est. exposer un petit peu. C'est dans ce sens-là, moi, que je le vois. Avec qui il jouait, ça, peu importe. Mais c'est de ce que j'ai vu, ça risque d'être vraiment problématique, son agilité. Puis je pense qu'il devrait sortir en première ronde pour ce qu'il fait, puis ce qu'il amène. Mais moi, je le vois vraiment plus loin. Là. Ça se peut qu'il y ait d'autres joueurs que j'aurais évalués, que je les aurais mis avant à défense. Mais Dickinson, son autre point qui me tente vraiment beaucoup, c'est quand il reçoit la rondelle, il y a beaucoup de turnover. Moi, j'ai vu énormément de turnover pour les gains. Il dribble la rondelle. Il dribble tout le temps la rondelle une, deux fois de trop. Ça fait enlever, ça part. Il leur dribble un petit peu trop, ça fait enlever. C'est trop long avant de faire sa décision. Oui, il y a une bonne première passe quand il a fait une, mais je trouve que tout est fait un petit peu trop slow. Puis c'est vraiment ce que j'ai pas aimé. Puis j'étais pas capable de pas le voir. Puis après l'avoir évalué première fois, tu aurais vu mes notes, j'étais là, je vais retourner voir. Là. Peut-être qu'il y a de quoi, j'ai été trop rapide. Mais j'ai regardé les games à la Coupe Memorial, puis j'essayais de te niaiser là, quand je disais grosse game de Dickinson à soir. Là, je t'avais pas partagé mon top Ben, 10. tu sais, moi, Moi, je l'ai honnêtement, je l'ai pas. trouvé bon à Memorial parce que Ah, mais. mon classement n'était pas vraiment fusionné avant, mettons, Ouais. cette semaine. Là, je me disais, ouais, je t'en avais parlé, je t'avais dit, il joue à London. Moi, ce gars-là, je sais qu'il est overrated. Il joue trop d'une bonne équipe. Oliver Bunk, il est bon, mais je trouve bon Ouais, Dickinson. ben, moi c'est Plus. vraiment c'est trop long avant de faire ces jeux. Puis dans la Ligue nationale, la rapidité d'exécution, c'est la grosse coche que tu vas avoir. Donc, je ne prendrais pas mon risque aussitôt que ça. Surtout que je ne vois pas le upside. T'sais. Mon upside pour Dickinson, c'est un quatrième défenseur dans une équipe. C'est plus là que. C'est plus là que je le vois. Donc, si le Canadien prend Sam Dickinson, je tombe en bas de ma chaise. Mais, je ne veux pas être méchant avec lui. C'est quand même un bon défenseur. Il a Il fait des l'écoutera très pas, c'est belles correct. choses cette année. Puis c'est vrai tout ce que tu disais. Mais les points négatifs que j'ai vus dans sa game, moi, j'y vois qui vont être difficiles au prochain niveau. C'est plus ça. C'est vraiment le patin. Donc, écoute, c'est bon. Donc, moi, je l'ai Je moins suis aimé. content que tu sais, faut pas être d'accord tout le temps. Puis honnêtement, je suis conscient que tu es un défenseur pendant très longtemps. Je sais qu'on ne regarde pas les mêmes affaires. Moi, j'ai peut-être été plus impressionné par les skills offensifs des défenseurs versus dans leur zone. Est-ce que je regardais tout le temps les mêmes détails que, comme les pivots, c'est niaiseux, mais en tout cas.
Ouais, C'est ben, en tout cas, peut-être moins de quoi que j'ai pris le temps d'analyser en détail, là, tu sais. Dickinson, on va voir qu'est-ce que ça donne. Il va sûrement sortir Je tôt au trouvais draft, que mais moi, c'est pas le à mien. pareil âge, là, tu sais, je t'ai parlé de John Carlson, ça, c'est vraiment s'il explose, là. À pareil âge, je trouve qu'il me fait un peu penser au défenseur de Dallas présentement, Thomas Harley. Ouais, si ça Mettons, devient Harley, bon, puis que honnêtement, ben, pas tu sais, top 5, là, mais un top non, c'est 10 ça. vers la fin de 10. Fait que ça se peut. Pour vrai, moi, c'est pas le mien, mais écoute, je peux comprendre des personnes qui l'ont. Je m'obstinerais longtemps avec si j'étais vraiment un scout. Il faut qu'on fasse un pic, là, mais donc c'est ça pour Dickinson. Maintenant, on va passer à mon septième. Je ne l'ai pas mentionné. Beckett Seneke, un ailier droit de la OHL qui joue pour les Generals d'Oshawa. Il a tiré son club en série cette année. Donc, ils se sont rendus jusqu'en finale pour se faire exploser par London, mais il n'a pas joué en finale. Donc, écoute, c'est pas de sa faute. Il aurait sûrement gagné s'il était. Non, c'est pas vrai. Je ne l'aime pas à ce point-là. Là. Je pense pas qu'il aurait battu London. C'est un gros riser au draft. Puis Beckett Seneki, moi, pourquoi je l'ai en haut de TGN là? J'ai hésité, c'est Ouais, genre un des derniers gars que j'ai regardé parce que justement, on ne l'avait pas au début dans notre liste qu'on voulait regarder. Puis là, tout le monde parlait de Seneki. Premièrement, c'est Seneca, ça a l'air. Ça s'écrit Seneki, mais c'est Seneca. Mais tout le monde l'avait. Puis là, ça se mettait à en parler un petit peu plus. Fait que j'ai dit à Marc, bon, on va le regarder. Puis moi, j'ai été très content de l'avoir regardé. J'étais heureusement surpris par le tape. Seneki, c'est quoi? Seneca. C'est un grand droitier qui a vraiment explosé rendu série. Si vous regardez ses stats en saison, ça n'a pas été nécessairement incroyable. Mais ce que j'aime de ce joueur-là, c'est vraiment un grand joueur droitier qui va être extrêmement bon pour protéger sa rondelle. Puis ça, c'est vraiment une de ses forces que je trouve, c'est qu'il amène souvent la rondelle à l'extérieur. Puis un coup qui est parti à l'extérieur, bien, vraiment, là, c'est impossible d'y enlever. Tu sais, un petit peu là, une protection de la rondelle, il est excellent. Puis dès qu'il y a la rondelle, un défenseur a de la misère à y enlever parce que même s'il n'est pas gros, tu sais, présentement, là, c'est pas le gars le plus gros. Là, je pense que c'est 6 pieds 2, 181 livres. Donc, il est quand même une shape échalote. Puis honnêtement, il a l'air plus grand que ça sur la glace. Donc, j'ai hâte de voir au combine, ça va avoir l'air de quoi. Il a peut-être ouais, ben grandi. là, je pense qu'il est rendu à 6 pieds 3 que Ouais, j'ai c'est ça. entendu récemment, Donc, là. il a grandi dans la saison, puis ça paraît vraiment sur la glace. Autre chose, Seneki, ça, c'est des silky mitts que j'ai écrit. Là. Vraiment, là, des mains là, molles, comme on peut dire un petit peu. C'est facile. Ça a l'air débraillé un petit peu. Tu sais, comme un style de joueur, je ne sais pas si tu as Gustav, trouvé. Ouais, il a l'air débraillé un peu, mais il arrive, il y a il deux perd joueurs. l'équilibre, mais il C'est ça, ramène il la perd porte pareil. l'équilibre, Puis, mais il ouais, reprend la rondelle, il déjoue, puis là, t'es là, il vient de déjouer trois gars, il est en breakaway, puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis il n'a pas un gros speed. Fait que c'est quand même bizarre que je l'ai mis là, c'était parce que son lacune. speed, c'est vraiment sa lacune, mais pourquoi je l'ai moins pris en considération, c'est que sa protection de rondelle, puis son hockey sense, c'est vraiment un niveau supérieur à ce que je m'attendais. Il trouve tout le temps aux zones une position pour prendre une bonne shot. Il se positionne toujours à quelque part, là, il est prêt pour le one-timer, puis elle va décocher. Puis, tu sais, je mets quand même beaucoup de poids également dans le fait qu'il jouait dans la OHL. C'était une ligue qui était nettement supérieure à la WHL cette année. Puis, il a quand même tiré un club qui n'avait pas nécessairement des très, très Non, c'était gros pas fort. noms, là. Tu sais, il a 17 ans, il a tiré ce club-là jusqu'en finale, il a pris de la grandeur, il a vraiment pris un 16. S'il avait joué comme ça en saison, ça serait vraiment pas une surprise que je l'aille à ce rang-là. Donc, moi, je l'ai vraiment aimé. Pourquoi je l'ai mis en haut de tige? Encore une fois, même chose que pour Corny, c'est que le upside offensif, il est supérieur. Est-ce que Tige est peut-être un choix plus sécuritaire? Je pense que oui. Je pense que oui, honnêtement, mais Seneca, ça a été un autre personal favorite. Là. À la fin, là, j'ai adoré le regarder jouer, puis je l'ai fait monter. Donc, Marc, dis-moi qu'est-ce que tu en as vu, là, mais moi, c'est principalement ça mon Moi, case. mon Rory, là, mon inquiétude par rapport à ce gars-là, il y a 26 matchs cette année qui n'a aucun point. Sur 63 matchs, ça veut dire que c'est presque 50% des matchs qu'il n'a même pas réussi à se mettre sur la feuille de pointage. On parle d'un gars inconstant. Je n'irais pas dire jusqu'à un Armia, là, mais on dirait Joël Armia, genre. Tu comprends? Des mains Ouais. fluides, pas le plus gros coup de patin. Par contre, il y a 8 winning goals cette année, là, game winning goal. Fait que, tu sais, c'est un gars clutch de ce qu'on dit de lui. Là. Dans les moments importants, il va se lever, il va te sortir un gros jeu. Tu sais, là, il a fini derrière Callum Ritchie puis Dylan Rookbrook. Là, tu sais, Ritchie, c'est un first pick à Colorado. L'autre, tu le connais pas, c'est un 20 ans.
Il a passé de 5 pieds 10 à 6 pieds 3 en 1 an. Il paraît que là, il a comme pris 5 pouces. Puis là, c'est pour ça qu'il s'est mis sa map. Puis bon, ses performances de cette année, là, il a monté au draft. Moi, personnellement, pourquoi je ne le mets pas dans mon top 10, c'est que je me dis pour atteindre un top 6 NHL à un moment donné, là, pour être ses 2 premiers trios, premièrement, il ne joue pas physique pour sa grosseur. Son jeu défensif est vraiment à peaufiner. Ça va y prendre de la vitesse. Fait que, il y a certaines lacunes présentement que j'ai préféré Yzerman, un peu plus petit, mais le même style de joueur, pas trop vaillant défensivement, mais qui Ah, a un ça, upside offensif. En tout cas, d'accord, moi, mais on parlera d'Eisenman tantôt. Mais sur ouais, l'effort, là, j'ai trouvé que Seneki, vraiment, il allait aller dans le coin, il allait jouer une bonne game. C'est sûr, j'ai écouté beaucoup de games en série. ouais, tu l'as Mais peut-être plus écouté. Ben, tu vois, tu en as écouté plus en série. Moi, c'était probablement plus des matchs de saison régulière, là, parce qu'il y en a un que j'ai arrêté, j'ai été voir par après, il n'y avait pas de points ce game-là, il faisait rien. ouais. On dirait que c'est un gars vraiment inconstant, puis c'est sûr que là, il tire avantage de son physique. Là, il est rendu à 6 pieds 3 puis il joue Ouais, junior. ouais. Fait que, veut pas, ça peut bien ben paraître dans ce temps-là. Là. En tout cas, moi, c'est Puis, pas un gars assez stud là, que c'est sûr qu'il va être fort pour aller le dire. Je l'ai mis dans mon top 10, mais j'aime tes long shots, je les comprends. J'aime son upside. Oui, c'est vrai que j'ai dit que ça pourrait devenir un Matt Boldy, quand même. Je veux dire, ouais. je Moi, vois c'était les dans mains et le les. talent, mais Moi, je trouvais là, qu'il ressemblait, puis il est droitier, puis il joue à l'aile. Là. Je comprends que Kirby Dax, c'est un joueur de centre. Là. Je trouve que c'était un peu dans ce moule-là, dans le terme des skills, mais tu ouais, sais, ouais. pas pareil, un Jason Robertson, mais de l'autre ball, tu sais, que ça a l'air débraillé un peu, mais ouais, t'es pas à mettre dedans. J'avais pas Mais nécessairement le doigt direct dessus, là, mais ouais, j'ai bien aimé. Fait Je peux que, faire une long shot. Là. Moi, je pense qu'il va sortir exemple avant Elenius, le Finlandais, parce que Seneki, pendant l'année, il a monté aux intentions de draft, tandis que Elenius, il a glissé. Fait que ça, souvent, ils disent qu'un joueur qui a monté pendant l'année, ça augure bien pour le draft. Il va ouais, probablement sortir top 12, top 13, je crois. pas mal sûr. Mais je ne suis pas prêt à le mettre top 10. Ok, parfait. Mais écoute, je pense qu'il y avait eu un vieux début de saison aussi, fait qu'on va voir. Maintenant, ben pour le reste, Toi, tu avais on c'était va y... septième, toi? Ouais, je l'avais septième, puis mon Bon, huitième, là, on est c'était 8. TJ là. Toi, Bon, on Marc, en a déjà parlé. Ben là, huitième. toi, je sais qu'il est dans ton top 10, mon huitième, fait qu'on va pouvoir enchaîner sur ce gars-là. Moi, j'avais Carter Yakemchuk, le gros OK, avant que tu défenseur à continues, Calgary. ouais, ben juste dire, je l'avais neuvième, moi. Fait que continue, Marc, là, mais ouais. Fait que, je pense qu'on s'est entendu sur sensiblement là, le rang de ce gars-là. Moi, je vais commencer avec Yakemchuk en disant, tantôt, je disais que Parek a fini full de points en avant du deuxième scoreur de l'équipe. C'était comme lui sur qui l'équipe comptait pour marquer des buts, marquer des points. Ben, Yakemchuk, on parle d'un défenseur qui a joué pour Calgary dans WHL. Ils ont fini 17e sur 23 équipes. Donc, c'était une équipe de fond de classement en reconstruction, une équipe très jeune. Il a fait 30 buts, 41 passes, 71 points en 66 matchs, mais c'est un late. Il a eu 18 ans tôt dans la saison. Mais moi, honnêtement, là, 275 shots pour un défenseur, il y a 30 matchs de 5 tirs et plus. Ça, sur 71 matchs, on parle d'à peu près 45. Il y a 120 minutes de pénalité. Il ne faut pas se fier à son différentiel. Là. Moins 6, je pense que dans une équipe qui a fini 17e, c'est normal. C'est le deuxième meilleur pointeur du club, deuxième meilleur buteur du club. C'est un défenseur robuste. Je dirais un peu old school hockey. Là. Moi, j'aime ce style de défenseur-là. Quand tu regardes les équipes qui sont encore en playoff présentement, là, dans le Corridors, dans NHL, OK, oui, là, il y a je veux dire, Ice Cannon, Makar, c'est le fun d'en avoir des gars de même. Là. Mais tu sais, des Chris Tanev à Dallas là, qui bloquent des tirs puis qui jouent rough. Puis après ça, exemple, excuse-moi, en Floride, là, un Nicolas, c'est pas des défenseurs sexy, mais ils donnent des mises en échec, ça bloque des tirs, c'est impliqué. Mais si en plus, tu as l'upside de faire bon, le 30 buts dans NHL, je ne croirais pas, mais tu sais, Yakemchuk, je pense que c'est le meilleur lancé comme défenseur dans le draft. Fait que quand tu as la D'accord. possibilité d'amener un upside offensif, quel, excuse? Non, non, j'ai dit d'accord. Ah, d'accord, ouais, c'est ça. C'est le meilleur shot des Un défenseurs du draft. Suédois, là, Fait James, que, d'accord. fait que moi, je pense que vu son upside offensif puis son côté robuste, solide c'est pas parfait défensivement, il y a encore beaucoup de lacunes. Là, la preuve, je l'ai mis égal à Bouim. Là. Il y a des lacunes défensivement, mais honnêtement, j'aime son upside offensif. Puis j'aime toujours trouver des comparaisons pour des joueurs, pas dans le même style, mais à même âge, qui ont sorti tôt. Boran Byram, à son année de draft, il avait fait 26 buts, 71 points, soit exactement le même nombre de points, le même nombre de matchs. Mais Yakemchuk a fait 4 buts de plus.
Je vais juste dire ça. Scott Niedermayer avait fait 26 buts, lui, 82 points. Donc, il avait fait quand même 11 points de plus, mais il avait fait moins de buts que lui à 17 ans, en un petit peu moins de matchs. Fait que, tu sais, c'est juste pour dire, là, Byram, Niedermayer, c'est des devs très offensifs. C'est pas le même style que Yakemchuk, mais à titre comparatif, là, pour des points à son année de draft, là, honnêtement, il est quand même surprenant. Ses passes ne sont pas toujours précises, par contre, sur le breakout. Là, j'ai l'impression que des fois, il se débarrasse de la rondelle un peu quand il est sous pression. Je l'ai vu prendre des mauvaises décisions. Des fois, il laisse l'émotion prendre le dessus. Il va donner une grosse mise en échec. Ça donne un surnombre. Il y a encore des choses à corriger, mais pour un défenseur de son âge, je trouve que c'est un méchant beau projet pour une équipe de la Ligue nationale. Je le compare d'ailleurs à Darrell Nurse. Wesh, Nurse. Oui. Ouais. Mais pour vrai, j'aime vraiment pas Nurse, mais écoute, c'est sûr qu'au niveau du 16, ça ressemble un petit peu. Moi, Yakemchuk, j'en rajouterai pas beaucoup, Marc. Je suis d'accord, tu l'as 8e, je l'ai 9e. J'ai vraiment aimé son tape. C'est négatif, vraiment, pourquoi il n'est pas au-dessus des autres défenseurs. C'est au niveau de sa game défensive, puis comment il va tricher un petit peu, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus dur en commençant dans la Ligue nationale. Son speed, il a un bon long speed. Est-ce que l'agilité sur les pivots étant là, correct, je dirais. Donc ça risque d'être un petit peu problématique au début, mais il y a le 16, il y a tous les atouts pour être capable de régler ça. Puis il est capable de jouer une mean game dans sa zone. En zone défensive, là, il est capable d'être mean. J'aurais aimé ça qu'il le soit encore un petit peu plus, parce que c'est soit qu'il est mean puis il pogne un mauvais 2 minutes quasiment cross-check, ou des fois, il est comme là, il fait juste se promener un peu. Je suis là, nonchalant. C'est ça, il a l'air nonchalant un petit peu des fois, puis je te crée, mais vas-y. Donc, c'est un petit peu ça. Puis Yakemchuk, les positifs, comme tu as dit, meilleur shot du draft, un grand droitier. Puis souvent, il va être capable de faire le toe drag, il attend un petit peu. Bing! Là, il te la lance top cheese. Fait que vraiment une grosse shot, une vraiment grosse shot. Puis aussi, une des meilleures paires de mains au draft. C'est un défenseur, là, mais il a des mains après ça. Là. Pour vrai, c'est quand même impressionnant. Ah ouais, ça, vraiment, on regarde dans les games, ça ressort, là, mais on regarde ses highlights. Là, il y a vraiment des j'ai bonnes trouvé mains. que c'est peut-être la match que j'ai écouté, là, mais des fois, en espace rapproché, mettons qu'il y a le bâton proche de lui, je trouvais que c'était pas toujours agile. C'est sûr, c'est pas. T'as raison que c'est pas des petites mains rapides comme un attaquant Ouais, dans c'est des gros mouvements. C'est des gros mouvements, mais c'est vraiment réussi à faire mordre Ouais. les joueurs. Tu revois, mais bon, ben, c'est bon pour Yakemchuk. Je pense qu'on. Petite lacune offensive Ouais. que j'avais remarqué, là, je trouve que des fois, il arrête de patiner quand il transporte la puck en zone offensive. Mettons, là, il rentre, puis une fois qu'il est passé la bleue, il se laisse glisser. Tu sais, là, il y aurait avantage à refaire 3-4 coups de patin pour vraiment se donner la vitesse pour contourner le def. On dirait que des fois, quand il pogne la puck, on dirait que ça le fige. Là. Il se laisse glisser. Puis, en tout cas, bref, c'est juste un petit détail, là, mais bon petit défenseur, honnêtement. Moi, il m'a surpris. Je pensais pas qu'il était dans mon top 10, lui non plus. Moi non plus, j'en avais pas entendu parler, donc j'étais vraiment content. Donc moi, ça complète mon top 10. Donc 9 Yakemchuk, puis Artyom Levchunov, 10e, on les dira rapidement à la fin. Maintenant, Marc, toi, il t'en reste 2 à nommer. Donc ton 9e. Je suis quand même surpris. Mon 10e, je comprends pourquoi tu ne l'as pas mis. Il y a beaucoup de lacunes dans son jeu, mais je considérais que c'était l'attaquant avec le plus gros lancé. Cole Eiserman. Habituellement, là, les jeunes qui sortent du programme là, US NTDP, là, les moins de 18 ans là, américains, là, c'est bien rare qu'il n'y en ait pas un qui sort dans le top 10. Fait que je me suis dit, honnêtement, il y a trop de talent depuis toujours qu'on l'attend. C'est pas que depuis toujours on l'attend, mais l'année passée, Eiserman était classé top 5. Là, cette année, il a glissé parce que honnêtement, pas le meilleur forward, mais bref, je suis encore plus surpris que tu n'aies pas mis Berkeley Catton dans ton top 10 parce que lui, il m'a vraiment impressionné. Vas-y, parle-en. Berkeley Catton, c'est un centre qui jouait cette année jouait dans la Ligue de l'Ouest, qui n'est pas la plus forte, je suis conscient. Les Chiefs de Spokane. Les Chiefs de Spokane dans la WHL, il joue au centre, il tire gaucher, 5 pieds 11, 170 livres. Donc, un centre de petit format. Reste à voir s'il va rester au centre toute sa vie. 54 buts, c'est le meilleur buteur du draft cette année, là, des joueurs disponibles. 62 passes, 116 points en 68 matchs. C'est incroyable. Là. Puis il en avait fait 55 l'an passé à son année de 16 ans. Fait que moi, honnêtement, ça m'a quand même surpris. Par contre, là, dans les séries, il a été un peu effacé cette année, là, juste 4 passes en 4 matchs parce que Portland était trop fort pour Spokane. Ouais, mais là, il pognait. En tout cas, non, mais c'est pas juste ça, là, mais continue. Bref, moi, je trouve qu'il y a une moyenne de points par match cette année à 1,71. À titre comparatif, dans WHL, leur année de draft,
Bédard 2,5, c'est mongol, mais Reinhardt à 1,75, Jarvis 1,69. Ça, c'est sensiblement égal. Barzal est à 1,30, Nugent Hopkins 1,54. Fait que, c'est supérieur à des gars comme Nugent Hopkins qui a sorti first pick overall, Barzal qu'aujourd'hui, on voit ce que ça vaut. C'est sûr qu'il y avait un gars, là, un 20 ans avec lui, qui a fait 108 points, là, Roulette, là, que je pense qu'il est très bon, là, mais sinon, là, il a quand même été, je veux dire, le deuxième pointeur. Non, ça a été le premier scoreur du club. Roulette était deuxième, qui l'a aidé probablement. Là. Il a seulement été blanchi 10 fois cette année en 68 matchs, donc très, très, très constant. Il n'a jamais eu 2 matchs de suite qu'il n'a pas fait de points. 301 tirs au but. C'est un petit peu moins qu'Egan là, mais c'est quand même le deuxième dans tout ce que j'ai analysé. C'est un patineur explosif, des mains agiles. Il est bon pour contourner les défenseurs avec sa vitesse. Son riff shot, il est très précis. Là. Il a fait 54 tirs. Je pense qu'on ne peut pas trop chialer quand tu as le tir d'un gars qui fait 54 buts. J'ai-tu dit 54 tirs? Il a fait 54 buts. Ah ouais. Fait que, Très efficace sur ses tirs. moi, j'avais de la misère à me positionner. Est-ce que c'est un playmaker ou un scoreur? Il a quand même fait 54 buts, mais il a aussi 62 passes. Fait que plus que je regardais de tape, plus que je me suis rendu compte, non, ce gars-là, il a vraiment un talent offensif pour playmaker. Je trouve que c'est plus un fabricant de jeu. Il va faire des belles petites sauces en zone offensive. Mais en plus, il est capable de la mettre dedans. Il a fait 54 buts. Fait que pour vrai, c'est pas le plus robuste. C'est pas le meilleur joueur sans la rondelle. Mais d'ailleurs, il s'est battu contre Egan cette année. Fait que j'ai trouvé que ça avait quand même. Ça m'a surpris. Là. Moi, je parlais de ce gars-là comme un genre de petit Sébastien Aho qui a peur de son ombre. Là. Mais finalement, il s'est quand même battu contre Egan là. Fait que, il est quand même capable de démontrer un peu de combativité, mais c'est pas son style de jeu pantoute. Non. Pourquoi il n'est pas dans ton top 10? Ouais, tout ce que tu dis pour l'offensive, c'est vrai. Puis c'est extrêmement impressionnant là, de la façon que ses mains, à quel point sont relaxes. C'est dans les meilleures mains. Je sais que ça fait une couple de gars que je dis ça, mais ça risque que dans le top 10, il y en a beaucoup. Mais tu parlais des sauces tantôt. Là. Lui, faire une sauce, c'est comme faire une passe normale. Là. Il va faire une passe l'autre bord, puis ça va être une sauce, puis ça va être ultra facile. Puis, comme on dit, là, il y a de puck on a string, là, un petit peu comme. On dirait que la puck, elle colle son bâton là, sur ses mains. C'est vraiment aussi facile que ça. Puis ce côté-là, je le comprends bien. Puis c'est vrai qu'il y a un upside offensif, Barclay Catton. Puis ça se peut qu'il soit bon de ce côté-là dans la NHL. Mais j'ai plus été dans l'option. Je drape des joueurs pour gagner une Coupe Stanley. Je ne veux pas vraiment ce gars-là dans mon équipe. Honnêtement, là, les points négatifs, c'est quand même. C'est vraiment très négatif dans le sens que c'est un centre. Premièrement, il ne jouait pas au centre pantoute. Là. Puis ça, c'était vraiment, je pense, par manque d'intensité. Lui, c'était beaucoup ça. Lidstrom, on parlait tantôt, il jouait au centre, mais le positionnement n'était pas là. Puis tu le voyais qu'il était intense. Catton, c'était constamment le bâton sur les hanches. En back-check, c'était pas vraiment présent. Donc, il y a une raison pourquoi il a fait autant de points. Il était pratiquement uniquement axé sur l'attaque. Donc, ce côté-là m'a vraiment, vraiment dérangé. Puis je pense que c'est une game. Je ne suis pas tant surpris qu'il ait été moins bon en playoff un petit peu, mais moi, ce que j'avais écrit dans mes notes, c'est une game que contre les défenseurs de la Ligue nationale, ça se peut que ça soit arrêtable. Ça va être un petit peu plus facilement arrêtable, surtout arrivé dans le temps des séries où commence à être dans le coin. Tiens, toi. Vraiment dans les bras, j'ai pas l'impression, j'ai pas senti le désir de vouloir la POC constamment. S'il partait, ben, il attendait, c'est correct, je vais la revoir à m'amener. Mais les aptitudes offensives sont incroyables, mais je n'étais pas capable vraiment de le mettre dans mon top 10. Est-ce que je le prendrais, tantôt je parlais de Dickinson plus 20 et tout. Est-ce que je prendrais Catton avant ça? Oui, je vais le prendre, après le top 10, là, ça c'est certain parce que tu as raison que les aptitudes offensives sont top-notch, probablement plus élevées que quelques autres, mais le 16 n'est pas tant là non plus. Puis, c'est pas sûr que, oublie ça, il ne peut pas jouer au centre dans la Ligue nationale comme ça. Donc, c'est ça, mais, je suis pas mal sûr qu'il va jouer à Mané dans la NHL, ça se peut qu'il fasse des points. Est-ce que je vais le vouloir dans mon équipe tant que ça? Ça se peut qu'il bounce d'une équipe à l'autre. Je sais pas, mais je n'étais pas capable de le mettre dans mon top 10. Parmi tous les attaquants que j'ai étudiés, mettons, c'est lui qui avait la moins bonne note côté physique. Mettons, je l'avais mis à 20 sur 30. Là. Fait que, je suis très conscient que son jeu physique va être à peaufiner et qu'il va falloir qu'il prenne de la chair autour de l'os. J'ai même emmené écouter une vidéo, une analyse là, de ce gars-là, Scorting Report, qui disait que c'est un peu le genre de joueur qui revient à chaque année de draft. Là, dans le sens qu'il n'y a pas rien de unique, là, sensationnel que tu n'as jamais vu en Berkeley Catton. Un peu comme on va dire Demidov, qui est vraiment un talent, des skills uniques, des feintes que tu vois jamais, puis des petits changements de direction. Catton, c'est plus le genre de à tous les ans, il y en a un au draft qui a fait 100 points dans le junior, puis qui sort en première ronde, puis qui est excellent, mais que
5 pieds 11, 170 livres, comme tu as dit, c'est ce genre de joueur-là qui va te faire gagner en série. C'est sûr qu'il est un peu frêle, puis c'est le genre C'est de joueur ça. qu'à talent égal, je prendrais le défenseur, mettons. Ouais, exact. Tu sais, ce que j'ai écrit, c'est pas comme sur le back-check. Il est petit puis il joue petit. Sa game est quand même facilement arrêtable. Tu sais, petit puis il Ah joue ouais. petit. Comparativement à un Benson l'année passée, il est petit, mais il joue gros. Catton, il est petit, mais il joue petit. Fait que, tu sais, c'est ça. Donc, c'est bon pour Catton, puis je le comprends qu'il soit dans des top 10. Maintenant, pour le prochain, Monsieur Cole Le, Eiserman. Puis, on n'a pas un gros mon gap, dernier. Marc. Que Cole Eiserman, c'est ton 10e. Là. Moi, je l'aurais peut-être. Tu sais, j'ai pas classé ceux pas dans le top 10. Là, mais je pense qu'il va sortir entre 10 et 15. Mais vas-y, dis-moi ce que tu as aimé de M. Eisenman. Écoute, Cole Iserman, un left wing, donc tu sais, gaucher. Il était dans le programme américain des moins de 18 ans, donc il jouait dans la USHL, la même ligue que Trevor Conley. Écoute, là, c'est compliqué comment ils comptent ça, eux autres, le stats dans cette ligue-là. Là, je ne Ouais, sais pas ouais. pourquoi il a joué 62 matchs. Là. Il me semble que dans USHL, il en joue un peu moins que ça, mais bref. En 62 matchs cette année, il a fait. Donc, ça, c'est l'an passé. À 16 ans, il avait fait 69 buts, 104 points en 62 matchs. Cette année, en 23-24, il a fait 49 buts, 76 points en 49 matchs. Ça veut dire que c'est un gars que, moi, ça me rappelle notre ami Cole Caulfield. C'est un gars d'un point par match. Peu importe où ce qui passe, pas un point, excuse-moi, un but par match. Parce que même là, à la Coupe des moins de 18 ans, OK, les États-Unis avaient un club complètement stacké. Il a fait 9 buts en 7 matchs au U18. C'est un gars que c'est pas compliqué. À chaque match, il fait un but. Le meilleur lancé des attaquants du draft cette année, selon moi. Son riff, son one-timer, c'est deux manières de tirer les populaires, son tir du poignet, son one-timer. C'est Ouais. incroyable. Par contre, ce qui lui donne une chance, c'est qu'on dirait que ses coéquipiers cherchent juste lui sa glace parce qu'ils savent que son tir est dangereux. Mais il sait se démarquer, puis trouver des lignes de tir, puis des fois même se faire oublier en zone adverse, même si c'est le joueur le plus méfié, ben, il va réussir à se faire oublier sur son côté one-timer à droite parce qu'il est gaucher. Puis bon, on l'a vu, là, Bouim aime bien l'alimenter. C'est pas le meilleur passeur, par exemple. Il improvise, je C'est trouve. ça. Là, il fait souvent des passes à l'aveuglette. Il paraît gros pour son âge. Je trouve que pour un gars de 6 pieds, 196 livres, dans USHL, il avait de l'air quand même gros, mais il C'est pourrait vrai. se renforcer physiquement parce que pour jouer contre des hommes, là, c'est pas le plus robuste. Il aime ça jouer physique en échec avant, mais dans sa zone, je trouve que des fois, justement, son jeu physique là, est avantagé par sa grosseur parce que c'est pas le gars là, avec la plus de hargne dans sa zone. Bon, je trouve que des fois, il se laisse facilement déjouer par un défenseur. Tu sais, mettons, lui, il joue à l'aile, puis là, le défenseur qui est obligé de couvrir à la ligne bleue, ben, le def fait deux petites feintes d'épaule, puis il le contourne, puis il le laisse descendre le long de la bande, puis il reste en haut, top circle, puis il check ça aller. Tu sais, je trouvais que dans sa zone, mettons, il y avait des moments où il apparu un peu lâche, là. Mais en gros, c'est pas le plus gros IQ, mais c'est tellement un scoreur né. Un gars qui, tu sais, je veux dire, marquer des buts au hockey, on dit tout le temps à la Ouais. farce, là, ben, pas à la farce, mais on dit tout le temps, tu peux apprendre à un jeune à bien jouer défensivement, mais tu ne peux pas apprendre à un jeune à marquer des buts. Ben, un gars qui fait autant de buts que Cole Eiserman, je me dis, ça a quand même un prix. Puis, tu sais, là, je le mets vraiment à son plus gros upside parce que je trouve qu'il a le même genre de gabarit. Tu sais, s'il peut devenir un Kyle Connor, c'est sûr qu'il manque de la vitesse en cibole, mais tu sais, un gars pour compléter un trio, là, juste être là puis sniper des buts, mais là, ça va y prendre un Shifley, puis tu sais, un gars qui est un gros centre puis un bon allié droite qui va un peu combler son manque de jeu défensif. Là. Mais son tir est trop dangereux pour passer par-dessus dixième. Je vais t'avouer que j'ai réfléchi longtemps, mettons, entre lui et Bouhim, parce que je savais que, bon, comme défenseur, souvent, là, à talent égal, on va se pencher vers le défenseur parce que c'est plus rare, c'est plus dur. Bouhim, c'est un défenseur gaucher. Moi, je trouvais que à talent égal, là, mettons, j'allais vers Dickinson, mais bon, ça, tu m'as peut-être convaincu aujourd'hui en s'en parlant. Là. Puis bref, je trouve que c'est un gars qui ne crée pas de séparation à 1 contre 1 ou à 2 contre 2. Il n'a pas la vitesse d'aller contourner le défenseur. Des fois, il prend des tirs inutiles de loin pour tenter un tir parce qu'il en a un bon. Fait que, moi, il me faisait penser, je trouve qu'à la même âge, mettons, c'est pas les mêmes skills pantoute. Mais tu sais, Casey Middlestat, je sais pas si tu te souviens, qu'il n'était pas capable de faire un chin-up. Ah, ben, je me rappelais pas qu'il était pas capable de faire un chin-up. Je me rappelle que En tout Bennett cas, n'était pas capable de faire un chin-up, là, ben, mais tu sais, ah ouais, Sam Bennett. ouais, Sam Bennett, il avait pas fait un Finalement, chin-up au combine. il s'est bien transformé, Sam Bennett. Là, mais Middlestat, je trouvais que pour les États-Unis, dans le temps, là, au World Junior, il avait été incroyable. Il avait des skills, il scorait des buts, il était bon. Puis dans le U18 aussi. Mais finalement, c'est un gars qui ça a pris du temps avant qu'il se développe. Là, il s'en vient vraiment bon, mais c'est parce qu'il était trop frêle au début de sa carrière. Il se faisait tasser, puis c'était pas un gars physique. Mais c'est ce qui me fait peur pour Eiserman, c'est qu'à un moment donné, quand il va pogner des hommes,
Peut-être que le fait qu'il est si scoreur que ça ne paraîtra plus parce qu'il va être trop effacé, parce qu'il manque de maturité physique. Effectivement. Mais son talent inné pour marquer des buts, je trouve que c'est quelque chose que tu peux pas apprendre à un jeune à scorer un but par match, là. Fait que, tu sais, pour cette raison-là, moi, je pense qu'il va quand même sortir tôt dans le draft, mais tu sais, je sais pas, c'est le genre de gars que Ouais. ça va lui prendre des beaux joueurs avec lui pour être bon. Fait que, tu sais, Je suis d'accord. Puis, tout ce que tu sais, j'aimais beaucoup les points, j'ai aimé les points positifs, mais j'aimais beaucoup les points négatifs que tu amenais parce que moi, c'est vraiment ces points négatifs-là qui étaient comme trop gros pour le rentrer dans mon top 10. Tu sais, les mains dans des petits espaces pour créer un jeu rapidement ne sont pas là du tout. J'ai trouvé que c'était vraiment difficile de ce côté-là. Il n'allait pas créer énormément d'attaques comme ça. Le chat, tous les points positifs, tu sais, je suis très d'accord avec toi. Le commitment sur le forecheck, c'est trop variant. À un moment donné, il va être là pour dire hey, je il vais aller mange le la frapper, dent. je finis mon check, je le gèle. Là, il va le faire. Mais après, les 4 forechecks d'après, ça va être un coup de vent. Il ne touchera pas à personne. Je trouve que vraiment, le point ultime, c'est que sa game, il y a vraiment juste une dimension. Puis je m'installe, one-timer, 100% puis je d'accord. prends des shots. C'est vraiment que ça. Puis j'ai pas trouvé d'autres éléments à sa game qui m'excitaient. Versus un Cofield, que c'est aussi l'agilité sur patin, la rapidité un petit peu, la vitesse des mains. On l'a pas, c'était pas sa meilleure année cette année qu'au film, mais il y a quand même tous ces autres éléments-là qui venaient avec. Mais Eisenman, il a la meilleure shot du draft, meilleur one-timer, c'est un poteur, puis c'est vrai que ça a une grosse valeur à la mettre dedans. Donc, qui va sortir éventuellement? Je pense que les clubs voient la même chose qu'on a vu. Quand est-ce qu'il va sortir? Je ne sais pas. Ça se peut qu'il glisse un petit peu. Ça me surprendrait qu'il sorte dans le top 10, mais si oui, ça va être vraiment sa fesse. Donc, Un écoute, genre de c'est Patrick ça. Laine. Ouais, ben, tu sais, un peu Pas les moins mains, d'autres mais éléments, mais tu as raison. Donc, tu sais, Eisenman, moi, c'est pour ça que je ne l'avais pas dans mon top 10. Donc, écoute, c'est il y bon pour avait-tu des joueurs ça. que on n'a pas parlé, que tu aurais Ben, aimé parler, là? J'avais quand même tu, analysé d'autres petits defs, là, Tu Adam veux-tu qu'on les Juricek. garde peut-être, Ouais, Marc, ouais, pour moi, je pense. le prochain, parce qu'on va peut-être se faire Ouais, un petit ça mock passe pas du draft, puis temps. parler des mock draft, parler des autres joueurs. Donc, tu sais, ça fait le tour des joueurs qu'on avait à parler pour aujourd'hui. Puis Marc, c'est juste, je me dis, écoute, on va se garder un petit peu de Ah stock, ouais, là, mais pas de moi trouble. aussi, il y a des joueurs que j'aimerais parler. Mais écoutez, pour le prochain épisode, merci d'avoir écouté. On va redire notre top 10 après. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. Écrivez-les en commentaire s'il y a des joueurs que vous voulez qu'on en regarde. S'il y avait des questions par rapport à notre top 10, si vous n'étiez pas d'accord, puis on est des vraiment pas bons, puis c'est pourri notre classement. Ça se peut. Écoute, ça se peut que ça vieillit très mal. Là. On se lance dans le vide parce qu'on le met sur YouTube, puis ça se peut que dans quelques années, imagine Bouillum, c'est le plus gros flop de l'histoire. Moi, je triple. Ah, Donc, honnêtement, pour rendre ça piquant que je l'ai mis aussi loin, là, je suis d'accord ouais. avec toi qu'il devrait sortir top 10 sans aucun. Mais on va voir. Donc, écrivez-nous des questions, envoyez-les. Donc, ça va nous faire plaisir. Donc, tu sais, pour finir, on va répéter notre top 10. Marc, je te laisse peut-être y aller en Yes. disant de 1 à 10, c'est qui tes joueurs, puis j'irai par la suite. Donc, moi, mon classement final, mon numéro 1, c'est Celebrini, suivi de Demidov et Lidstrom, donc 3 attaquants pour commencer. Ensuite, Levchunov, le défenseur, Belarus, je ne sais pas comment le dire, le Ouais. défenseur qui jouait pour Michigan State. Tegeginla, 5e. Ensuite, j'enchaîne avec 3 défenseurs. 6e, Parek. 7e, Dickinson. 8e, Yakemchuk. Puis, pour finir, 2 bons attaquants offensifs, Berkeley Catton puis Cole Eisenman. Excellent. Donc, moi, de mon côté, premier au total, Macklin Celebrini, suivi de mon meilleur défenseur au draft, Ziv Bouillum. Par la suite, on y va avec Demidov et Caden Lindstrom. À la 5e position, Zane Parek, suivi de 3 attaquants que j'avais très près. Donc, 6e, Trevor Conley, suivi de Beckett Seneki. Par la suite, 8e, TJ Ginla. Et pour finir, en 9e position, Carter Yakemchuk. Et en 10e position, Artyom Levchunov. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Marc, peut-être un petit mot de la fin avant que je termine l'enregistrement. Ben, merci à tout le monde qui se sont rendus jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à dire vos commentaires. Puis sur ce, le mot de la fin, si tu me le laisses. Oui. Bon ski, bon snow, Madame, Messieurs.